Salut tout le monde, Baba Versus ici et bienvenue pour un nouvel épisode avec moi, un ami, un frère, un ancien, un technicien, un fimeux, comme on aime bien. Il y a beaucoup de fimeux, il y a eu des fimeux qui sont passés dans l'émission. Mais là, à chaque fois, je dis que c'est une émission qui me tient à cœur, mais là, c'est particulier parce que c'est un frérot. Donc, et je le dis, je le cache pas les liens à chaque fois avec les personnes que je reçois, mais c'est Khalid Bibi. Salut Khalid, Salut, bah, comment ça va? ça va super bien. Bon, bah, ça fait plaisir que tu sois là. Plaisir partagé. Je sais. Celle-ci, elle était attendue par moi, beaucoup, par toi, par notre entourage proche, par nos potos, et puis par d'autres aussi, hein, d'autres personnes qui te connaissent un peu, mais qui voulaient savoir un peu plus sur ton parcours. Et donc, on va pouvoir y revenir dessus tranquillement, à notre rythme. On a une relation particulière, toi et moi. Il y a beaucoup de rigolades. On a un humour qui se ressemble beaucoup. Et donc, je pense que ça va transparaître un petit peu pendant cet entretien. Ça commence toujours la même chose, Baba Versus. Comment... C'est quoi ta première rencontre avec le Muay Thai? Ah, c'est longue histoire. Ah, Très longue histoire. Bah, ça a commencé comme tout le monde, je vais pas te mentir, hein. ah. Ouais. Kickboxer. C'est un grand classique. Le film, ouais. avec Donc, le Vandame. film Kickboxer, alors ça se passe dans les années 90, fin années 80, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et le film, il est en VHS, mais c'est très dur de l'avoir parce qu'à l'époque, on n'a pas tous des magnétoscopes. Donc, moi, je réussis à avoir la cassette de Kickboxer, je crois qu'on me la prête. Ouais. Et en fait, le film, bon, c'est une révélation, mais c'est surtout un petit passage dans Kickboxer où on voit deux Thaïlandais. Je sais pas si tu te souviens, un Je moment me où souviens il très bien, sort du. Bah, il va dans le camp pour dire Ouais. oui, je veux boxer cet homme. D'ailleurs, je crois que c'est au Sortanikul, là. Et c'est au Sorta Nicolas. Et il sort du camp et il y a deux petits qui s'entraînent à l'extérieur, tu vois, qui font du ping-pong un peu, tu vois. Et Ouais. cette scène-là, parce que moi, je m'identifiais aux enfants, parce que j'étais un enfant à cette époque, et ça m'a marqué, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à dire aux gens que je faisais du Muay Thai alors que j'en faisais même pas. Tu vois. J'avais peut-être 9-10 ans, un truc comme ça. Donc, Ok, d'accord. Donc ouais, c'est la première fois que tu vois ça, mais tu sais pas ce que c'est. C'est juste que tu vois les mecs. je sais pas ce que c'est, mais à ce moment-là, c'est une révélation pour moi. J'ai l'impression que c'est la discipline que je veux faire. C'est quoi? C'est l'attitude? C'est quoi en fait qui te... C'est l'attitude, c'est parce qu'à l'époque, c'était beaucoup Bruce Lee, les Ouais. arts martiaux, Kung etc. Fu. Donc c'était bien, c'était intéressant. Mais là, il y a eu comme une, je sais pas, on aurait dit que non, c'était une révélation. Ouais. C'était Ok. le sport que je voulais faire, c'est le Ouais. sport, la discipline que je voulais faire. Un truc, un feeling qui Il y a passe un petit peu. ouais, quelque chose qui s'est passé qui a fait que cette discipline, j'ai l'impression qu'elle était en moi. Je l'ai D'accord. senti, j'ai l'impression que je pouvais faire ces choses-là, tu vois. Ok, ok, ouais, je vois, c'est vraiment une vraie rencontre, Ouais. comme le coup de foudre, comme les gens décrivent un coup Exactement. de foudre. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, ok, on y revient un peu plus en détail, mais je sais que tu as toujours été assez sportif. Ouais. C'est ton premier sport ou tu as fait du sport avant ça? Je faisais du sport, pas en club, mais à l'époque, moi, comme j'étais à Paris, dans le 17e arrondissement, Ouais. on avait dans Paris une carte du CIS, c'était Centre d'initiation sportive, quelque chose Ok. comme ça. Et donc, ça nous permettait, les vacances scolaires, les mercredis après-midi, je crois, un truc comme ça, de faire du sport. Donc, on touchait à toutes les disciplines. On faisait du foot, du badminton, un peu de tout, quoi. Ok. Donc, j'étais très sportif. Je faisais énormément de sport, sans être non plus un spécialiste de quelconque discipline. Ouais. Par exemple, le football, je joue au foot, mais j'ai jamais été fort au foot, mais Ouais. je jouais vraiment très souvent au foot. Et après, à l'âge de 15 ans, Ouais. c'est là que je rencontre le Muay Thai pour la première fois de ma vie dans une vraie salle, quoi. D'accord. Et donc, ouais, tout de suite, t'arrêtes tout. J'arrête tout, ouais. J'arrête tout. Je continue à faire du sport un peu. Ouais, avec les potes, de toute façon, droite à gauche. on vient tous du même socle, hein, donc forcément, C'est ça, on c'est ça. fait du sport. Mais pour la petite anecdote, j'aurais dû commencer le Muay Thai à l'âge de 12-13 ans, en vérité. Ouais, Je devais commencer à la salle de chez Omar, là. Omar on va Ben Amar. Ben Ammar, exactement. À l'époque, c'était à Timbaud, à Aubervilliers. Ouais, Parce que exactement. ma grande sœur, elle était au lycée là-bas. D'accord, attends, beau. Et elle me disait, faut que tu fasses de la boxe, etc. Parce que j'étais un petit peu turbulent comme garçon. Et elle me disait, ouais, faut que tu fasses de la boxe, etc. Et en fait, je voulais absolument commencer dans cette salle. Pourquoi? Si, c'est très intéressant. À l'époque, j'avais vu un reportage. C'était ma grande sœur qui me l'avait enregistré là, sur Planète. Le fameux. Ouais. Un reportage sur Danny Bill. Ouais. Avec Daniel. Enfin, c'était plutôt sur Daniel. Sur Daniel Chemi, ouais. Chemi avec Titi, paix à Ouais. son âme. Enfin, son âme, Titi. Et c'était un reportage sur Daniel. Et pareil, moi j'avais 12-13 ans, donc forcément je m'identifiais à Daniel, parce que Daniel il avait à peu près mon âge, tu vois. Ouais. Et moi, comme j'avais en moi ce désir de faire du Muay Thai depuis qu'il boxait, etc., Ouais. où je m'inventais une vie aussi que je boxe, alors que c'était pas complètement faux. Et en fait, pareil, c'était une révélation. Quand j'ai vu Dany, parce qu'il y avait un combat de Dany contre Saïd Khan dedans, Ouais. quand j'ai vu ce combat, bah ça y est, ça m'avait parlé. À ce moment-là, il fallait absolument que je fasse du Muay Thai. Et j'aurais dû commencer cette année-là, mais ma mère l'a décidé autrement. Et à son âme aussi. Voilà, son âme. Elle Ouais, a ouais. décidé que, parce que comme j'étais pas très bon à l'école, Hmm. elle m'a inscrite à des cours du soir
Ok, avec ouais. des bonnes sœurs en plus, tu vois. Ah ouais. C'était très gentil d'ailleurs, c'était super. Ouais. Mais ça m'a. En fait, on avait un sort de ticket loisir avec, tu sais, qui permettait de faire une discipline, du sport ou n'importe quoi. Bah, elle a utilisé ce truc-là pour m'inscrire. D'accord, ouais. Ok. Faire des cours du soir. Et en fait, ça m'a décalé les débuts du Muay Thai. plus tard, ouais. Mais j'aurais pu commencer, t'imagines, Ouais, si ouais. on m'a. Un petit peu plus tôt, ouais. Un autre destin, peut-être, on sait pas. Ouais, on y reviendra, mais je pense que ça va. Ouais. Mais ok, ouais. Je vois Donc ce que finalement, à 15 ans, j'ai commencé. Enfin, il y avait la salle de. Parce que moi, j'habitais à la Porte de Saint-Ouen. Il y avait la salle de chez Jean-Victor. Donc il y a beaucoup de gars de mon quartier qui avaient commencé la boxe thaï aussi, à l'époque chez Jean-Victor. Au Front Thai Full. Front Thai Full. Ouais. Et il y avait d'autres qui s'entraînaient à Porte de Champéret chez Lamy Gym, au Lamy Gym, tu vois. Donc moi, j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde, Ouais. mais je suis parti au Lamy Gym. Donc j'ai commencé là-bas en 97, donc j'avais 15 ans à l'époque. Donc je commence le Muay Thai, donc je découvre ce qu'est le Muay Thai. Hein. Donc à l'époque, on faisait du sport, mais là, vraiment, je découvre le vrai sport, quoi. Fatigue, les courbatures, les douleurs, les entraînements sans protège tibia. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y a pas autant de matériel et tout, c'était pas autant développé. Donc des entraînements très difficiles avec les abdos, le physique et tout. Franchement, je rentrais chez moi, j'étais lessivé. Mais j'ai adoré. On a commencé, on était 7 ou 8 dans mon quartier. Au final, j'étais tout seul. On va continuer. Ouais. Ah, c'est souvent le cas, ça. Ouais. C'est souvent le cas. Hein. Les bandes de Très potes souvent. et tout. C'est jamais vraiment beaucoup toute une équipe Ouais. qui va faire du Muay. Tu vas en avoir un ou deux dans le lot et le reste qui vont rester sur des sports plus traditionnels, entre guillemets, foot, sport co, etc. Exactement. Après, peut-être aussi que tu avais cette histoire de, comme beaucoup, parce que moi je sais que c'est mon cas, Ouais. où sport co, je ne m'y retrouvais pas. Pour une raison très simple, c'est que je suis très mauvais perdant. Et je m'en prenais beaucoup à mes coéquipiers. J'étais pas le meilleur, mais je m'en prenais beaucoup à mes coéquipiers. Et donc je m'y retrouvais beaucoup plus dans le sport individuel. Peut-être qu'il y avait ça aussi. Ouais, ton côté. aussi, ouais. Ouais. Aussi. Et surtout, c'est moi, je faisais perdre tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, au moins, je prendrai mes responsabilités. Ouais, tu vois. non, mais tu vois, c'est. Quand tu es sur le ring, tu es tout seul. Bien que tu ne sois pas vraiment tout seul, pour en développer. Et donc, je commence le Muay Thai en 97. Et là, au bout de 2 mois, il y a un interclub. Alors, au bout de 2 mois, interclub, moi j'avais 15 ans à l'époque, direct, je me rappelle, c'est le 24 novembre 1997. Je me rappelle, ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que je boxais, Ouais. sans protection en plus, c'était des combats à l'époque, tu vois, Direct. c'était une autre époque. Ouais, on était dans un autre. Et en fait, l'ami, Gabriel Lamy, il avait une façon de faire, c'est que lui, il refusait pas les combats. Ok. Donc il prenait ses boxeurs, ses combattants, il les inscrivait sur le papier comme tous les interclubs et tout, à l'époque on faisait comme ça. Et nous, on prenait les combattants qui restaient. Ouais. Et généralement, c'était toujours un peu bourbier, tu vois. Mais c'était pour faire notre expérience. Ça m'a servi, du coup. Et là, on me dit, il y a un gars qui a 18 ans et qui a 5 kilos de plus que toi. Est-ce que tu veux le boxer? J'avais pas envie de le boxer. Ouais. Mais en même temps, j'étais obligé. Tu peux reculer. Je peux pas me dérober, c'était impossible. Ah ouais. Donc je décide, je dis oui, bah oui, je le fais. Bah oui, bien sûr, je suis du bon boxer, je ne pas dire oui. Et là, je fais un combat contre une personne qui a 5 kilos de plus que moi et 3 ans de plus que moi. Moi, j'avais 15 ans, plus j'étais pas développé, tu vois. À 15 ans, je faisais partie des... T'es un ado, t'es Tu pas. sais, à 15 ans, tu as ceux qui sont un peu Bien sûr. présus, là, et tu as ceux qui sont encore... Moi, j'étais plutôt de la classe pas très développée, Ouais. tu vois. Avec le corps de Gollum, tu sais, les longs bras, les longs pieds, et le petit corps, tu vois. Ok. Et le gars que je boxe, il avait du poil, tu sais, des poils sur le torse, tu vois. Ok, d'accord. Donc je vois un daron quand même par C'est rapport à un moi. adulte, quoi. Ah ouais, c'était un adulte. Combat, il se fait, franchement, je fais un combat de ouf, tu vois. Au début, bon, tu connais, hein, c'est les premiers combats, je prends un low kick, un front kick, je vais dans les corps, je reviens, je dis, ah ouais, c'est ça les combats. Ouais, c'est choc, chaud, ouais. en fait, tu vois. Ouais. C'est pas les sparring, tu vois. Et là, je dis, ah ouais, mais c'est chaud, en plus sans protection, sans rien. Après, je prends quelques coups, après, ça m'a déclenché, et là, je fais un combat de ouf, tu vois. Ouais. Après, l'entraîneur, il kiffe, tu vois. 6 mois plus tard, je reboxe, Ouais. interclub, pareil, et je boxe Kasmi Samir. Samir Kasrimia. Ouais. Pour ceux qui ne Samir savent Kasmi. pas, c'est un combattant qui est devenu professionnel en boxe anglaise, qui a fait une belle carrière. Ouais, Ouais. très belle carrière. Et à l'époque, il avait déjà beaucoup d'expérience quand je l'ai boxé. Et pareil, je fais un combat de ouf, tu vois. Celui-là, je l'ai vu, ouais. Je sais. Franchement, j'étais Ouais. impressionné, tu vois. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui s'appelait Khalid aussi. Ouais. Il m'a fait une préparation mentale avant le combat, tu vois. Parce que le combat, Kasmi Samir, il était déjà Ouais, boxeur. tu savais qui c'était. Ah oui, non, je savais pas qui c'était, tu vois. Tu savais qu'il avait de l'expérience. Bah, quand je voyais Shadow qu'il faisait, il faisait Ok. des grands écarts, tu vois, des coups de pied, etc. Il était à l'aise, il avait du style et tout. Alors Ok. que moi, ouais, j'avais 6 mois de boxe, tu vois. Ouais. Donc quand je le voyais, j'étais impressionné. Et pareil, j'ai pas refusé. Quand on m'a dit son palmarès, il avait 50 kickboxing, je me rappelle. Ouais. 2 ans de boxe anglaise. Ok. Est-ce que tu veux le boxer 2 kilos de plus que moi. Est-ce que tu veux... Je me rappelle, ça m'avait marqué. Est-ce que tu veux le boxer? Bah, tous les gars de mon quartier, Question rhétorique. je vais pas dire non. J'ai dit oui. Donc je l'ai fait, tu vois. Et là, par contre, après, j'étais dans le vestiaire, j'étais en panique, tu vois. Ouais, Et là, il y a Khalid qui est venu, là, il m'a fait une préparation mentale et tout.
À l'époque, ça n'existait pas, on n'en parlait même pas. Ah non, pas du tout. Et là- C'est tout récent. C'est une Ouais. notion qui est très récente, hein, Ouais. en préparation mentale, clairement. Exactement. Et là, pareil, je fais un combat de ouf, tu vois. Je me rappelle, je fais un combat. C'est la première fois que je fais de la stratégie dans mon combat parce que je me dis, attends, kickboxing, les règles du kickboxing, c'est pas de genoux, pas de coude. Même si c'était un attaquant, mais il n'y a pas de coude, mais il n'y avait pas de coude. Donc je me dis, bon, il ne doit pas trop aimer les genoux, Ouais. il ne doit pas aimer certaines choses. Donc je me suis mis dans un mode, tu vois, j'ai déjà commencé à réfléchir à la Ok. stratégie. Ouais, tu vois. ouais. Et j'ai gagné grâce à ça, tu vois. Et j'ai fait un combat de ouf. Quoi. Ouais, donc ça a commencé fort. Il n'y a pas eu commencé fort. la construction que moi j'ai connue. On n'est pas. J'ai que 2 ans de moins que toi. Ouais. Mais moi j'ai connu le truc beaucoup plus traditionnel. Boxe éducative, classe D, classe C, etc. Toi, tu as tout de suite fait des interclubs sans protection. Ouais, direct. Ouais, c'est un autre monde. Ah ouais. C'est un autre monde. C'est un monde, je pense, qui fait que ça sépare beaucoup plus vite ceux qui veulent aller loin dans ce milieu de ceux qui veulent juste faire un peu, tu vois, Bah oui. un peu de loisir, un petit peu se dépasser, quoi. Ok, donc tu fais ces premiers combats-là directement chez Gabriel Lamy. Et puis, je crois qu'assez rapidement, tu vas changer de club. Ouais, c'est ça. En fait, Gabriel Lamy, il a eu l'honnêteté et l'intelligence Ouais. de me dire, écoute, nous, on ne fait pas de compétition à haut niveau. Il m'a dit, tu as un bon potentiel. Ouais. Il me dit, je ne peux pas t'amener plus loin que ça. Il me dit, franchement, c'est mieux que tu trouves un club. Et j'ai apprécié la démarche, tu vois. J'ai beaucoup apprécié. Gabriel Lamy, c'est quelqu'un de très martial dans sa vision de la vie, tu vois. Et très moué dans la vision du moué, très dur, tu vois. Il vient d'une autre époque, tu vois. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs, il avait des méthodes très intéressantes dont je me sers encore aujourd'hui qui m'ont marqué. Je t'en parlerai si tu veux. Et donc il me dit ça. Et moi, à l'époque, dans mon quartier, il y a un grand dans mon quartier, une famille qui s'appelle la famille Hacher, sans les nommer, tu vois, qui me dit, mais va chez mon oncle, va travailler chez mon oncle. Ça, ils m'ont parlé depuis que je suis petit. Et moi, je sais pas que je le croyais pas, mais je me dis, vas-y, avant, tu veux dire, il y a toujours des ongles. Et je découvre que son oncle, c'est vrai. Et son oncle, c'est Couider. Ok, Et il me dit, mais va à Nanterre chez Couider. Donc là, je prends son conseil et je me dis, bon, vu que c'est son oncle et qu'il me le conseille, voilà, je me dis, je vais y aller. Donc je vais à Nanterre. C'était en 98, je crois. Ouais. Et là, pareil, je découvre un autre niveau. Tu vois, parce qu'à l'époque de chez la Bégime, le plus fort de la salle, c'était un classe B. D'accord. C'était Cyril Rousseau, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Il a boxé après en Mhm. Muay, puis en Kung Fu, en plein de disciplines. C'est un policier d'ailleurs. Et là, quand j'arrive à Nanterre, bah déjà, je vois Xavier Burukov. Ouais. Xavier Burukov, premier boxeur que je vois Xavier. Binôme. Xavier, comme il faisait jeune, Ouais. je me disais, ah ouais, lui, c'est une galère, il va être fort. Lui, Ouais. ça va être un rival, tu vois, ça va être un mec de mon âge, ça va être chaud et tout, tu vois. Au final, bon, tu connais Xavier maintenant. Oui, bah oui. Xavier, c'est un très grand ami, c'est un grand frère. Et les deux plus forts de la salle, entre guillemets, c'est Moussa Konaté et Bigatti Diani. Deux tueurs à gage. Ah là, on a passé un niveau, tu vois. Là, je les vois. Ah, je suis choqué. 2 assassins qui vont être très importants pour la suite de ta carrière. En Très, plus. très C'est important. marrant. Très, très important. Donc, ouais, tu les rencontres, tu arrives là-bas dans ce milieu-là où, ok, là, tu changes de dimension. Excuse-moi. J'ai oublié un détail important. Et tu arrives là-bas, tu changes de dimension en fin de compte. On change complètement là, de tu rentres dimension. dans une équipe de compétiteurs Ouais. avec un coach renommé, un pionnier. Couider, c'est un pionnier du Muay Thai en France, un des premiers compétiteurs en fait de ce sport en France, parce qu'il a été parmi les premiers élèves de ceux qui ont ramené le sport en France. Et ouais, donc c'est vrai que là, quand tu arrives, les choses deviennent vraies. Ouais. Et comment ça se passe après? Donc lui, qu'est-ce que vous avez comme entre guillemets comme protocole? Est-ce que lui il te repère tout de suite, ou est-ce que toi tu dois arriver, faire tes preuves doucement et monter? Ça se passe comment? Il me repère quasiment tout de suite. Ok. Couider, ouais, quasiment tout de suite. Après, Couider, j'ai un profond respect pour lui. D'ailleurs, je ne l'ai jamais tutoyé. J'ai toujours vu le voyer. C'est incroyable. Hein. Ouais. Pourtant, je sais qu'il y en a qui le tutoyaient, mais moi, je l'ai jamais. J'ai toujours eu du respect pour Couider. Ok. Et honnêtement, je l'ai eu très peu comme entraîneur. En vérité, je suis resté 2 ans, je crois, à Nanterre. Mais j'ai beaucoup appris avec Couider. D'ailleurs, dans le coin, il est extraordinaire, Couider. Il te parle, tu sais, toujours paisiblement et tout. J'ai boxé 2 ou 3 fois, je crois, à l'époque à Nanterre. Et à chaque fois dans le coin, enfin, je l'ai eu une fois dans mon coin, mais la façon de parler, la façon de te rassurer, est extraordinaire. Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs en tant que coach. Si je devais être coach aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de choses que je reprendrais de M. Couider là. D'accord. Très très bon coach. Non, mais c'est bien, c'est toujours bien de rendre hommage et de dire les personnes qui te marquent dans ton parcours, hein, c'est super important. Donc, En fait, je suis arrivé en cours d'année à Nanterre, je crois. Je suis arrivé au mois de janvier, février, comme ça. Et j'ai boxé 2 mois après. Ok, ouais. 2 mois après. Toujours, c'est toujours 2 mois. J'ai boxé dans un interclub, je crois que c'était à Beson, un petit gars là, tu vois. Ouais. Et il n'était pas là, Couider. Mais il m'entraînait. Il m'entraînait beaucoup, tu vois. Et il m'a fait progresser sur pas mal d'aspects. Et je boxe et je fais un match nul, je me rappelle, contre quelqu'un de Lumpini, je crois. Ok. Un mec du Lumpini.
Mais bon, le combat, t'as vu, volé, la vérité, volé. Volé. Je fais un combat de ouf. Je fais un combat, j'envoie les jambes avec Xavier, il était choqué. C'est la première fois que je boxais. Ouais. Il y avait Xavier avec moi, mais on se connaissait pas Ouais, tant que c'était ça. pas encore, c'était pas encore. Mais c'est là c'est là que l'affinité, elle s'est créée, c'est vraiment Ok. ce jour-là. Il m'a dit, mais t'as fait un combat de ouf et tout, les jambes, les middle, tout ça. Et en fait, ils en parlaient, moi je l'ai appris après, tu vois, mais ils parlaient de Ah, moi de ce là, que dans la t'avais salle, fait, tu vois, ok, de ce que ouais. j'avais fait, tu vois, je l'ai appris, j'ai découvert par la suite. Parce que moi, quand je venais à la salle, j'essayais pas d'avoir de compliments. Je venais, je m'entraînais. Ouais. Et voilà, le fait que les grands te regardent déjà, c'était des compliments en soi, tu vois. Donc on progressait en essayant de se rapprocher de leur niveau sans vouloir qu'on nous complimente, tu vois. Je sais pas si tu vois le... Non, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vraiment le sport où tu rentres vraiment en toute humilité, entre guillemets. Ouais. Tu vois, tu peux pas arriver, bomber le torse et dire Non. moi j'ai fait ça là-bas, et voilà. Surtout dans une salle où il y a déjà des champions. Ouais. Et Biga Tidiane, Moussa Konaté, voilà, c'est deux combats. Déjà, c'est des champions, puis en plus, ce qu'ils dégagent, bah, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de dureté. Donc tu peux pas arriver là et. Non, je comprends tout à fait. Ouais. Ça, c'est sûr, Ah, c'est l'aura sûr, qu'ils c'est avaient. Bah, je me souviens d'un jour, parce qu'il y avait une salle à Nanterre, c'est le vendredi. Bah, c'est la salle qui a... Comment c'est Rezak qui est maintenant là-bas, Ok, ouais. la salle de Rezak. C'est la salle du vendredi, je l'aimais pas parce qu'elle était toute neuve et tout, il n'y avait pas l'âme, tu vois. Ok, ouais. J'y allais très souvent, très rarement en plus. Moi, comme je venais en transport, parce que j'étais jeune, j'avais pas de voiture, j'avais 16-17 ans. Ouais. C'était galère et tout, tu vois, pour prendre les RER et tout, c'était super compliqué d'aller à Nanterre-Ville et tout. Bon. Et j'y allais pas très souvent. Mais je me souviens d'une fois, j'avais été dans la salle, il y avait Biga qui s'entraînait, il allait boxer contre Yacine Benadj à l'époque. Ok. Et je l'ai vu au pavot et j'étais choqué. J'ai été choqué. Parce que les gens voient Biga aujourd'hui, mais ils savent pas Biga Ouais, à l'époque. quand il était boxeur. Ouais. Même maintenant, il est très fort d'ailleurs. Bah, il est toujours à peu près pareil, quoi. Ah ouais, il a pas bougé. Mais à l'époque, C'est fou, ouais. mais j'ai vu, il a mis un triplé middle. Je me souviens, ça m'a traumatisé. J'ai essayé de répliquer cette Ouais. technique, tu vois. Les jambes de Biga, elles m'ont marqué en fait, tu vois. Et Tidiane, il avait une aura, c'était incroyable. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Même les tailles, j'ai jamais vu, même les tailles, tu vois, à l'entraînement et tout. J'ai rarement vu quelqu'un frapper aussi fort que Biga Ouais. dans les PAO. Même malgré les tailles. Il n'y a que les tailles vraiment très fortes, je pense, qui frappent plus fort que lui. Comme les Hauts-de-5 là, etc. Mais Ouais. les tailles, on va dire, forts là, il frappe pas aussi fort que Tidiane. C'est ça, l'impression de dureté et de puissance, moi, est vraiment impressionnant. Vraiment Ouais. impressionnant. Moi, c'est un des mecs qui m'a fait me dire, quand je suis arrivé au RMB, je sais pas si c'est un sport pour moi. Ouais. Parce que je pense pas que je pourrais atteindre ce niveau-là, en fait, de dureté, tu vois. Ben, j'ai eu le même impact que toi. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, franchement, le niveau, il est haut. Ça va être C'est- dur d'arriver à ce niveau. Je crois que je serai là dans 10 ans. Ouais, moi, Ouais. je me suis dit, si c'est ce que ça requiert, Ouais. je sais pas si je suis prêt pour ça, en fait. Ça m'a un impact. Ah ouais, ça m'a mis un Ça impact aussi. m'impressionne. Ok, ouais, donc tu fais tes 2 ans à l'ESN, chez Quider, tu fais tes petites compétitions, Ouais, et puis ensuite, bah, tu rechanges. je rechange. J'imagine, principalement, au niveau localisation, peut-être. Ça joue beaucoup. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de boxeurs de Nanterre, notamment Tidjani Biga, Ouais. Moussa Konaté, Xavier Birukov, Bellassène que tu connais aussi. ouais, ouais. Tous vont à Saint-Ouen. Et moi, j'habite à Port de Saint-Ouen. Ouais. Et c'est compliqué pour moi d'aller à Ouais, Nanterre, je te dis la Nanterre. vérité. Tu vois, c'est un Mm, peu mm. galère et tout. Et mes mentors, entre guillemets, ils vont tous à Saint-Ouen. Ouais. Donc, bah, je décide de faire pareil qu'eux et je vais à Saint-Ouen. Ouais. Au RM Boxing. Saint-Ouen que tu connais, là, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et là, ben, pareil, dès que j'arrive à Saint-Ouen, donc je pareille un peu à la salle, etc. Ah ouais, attends, une petite anecdote aussi. Ah ouais, pourquoi je vais à Saint-Ouen? C'est très important. Ouais. C'est très, très important. En fait, je suis très rêve, etc. Moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires, des Ok. trucs comme ça. Et je suis très sensible par rapport à ça. Je fais beaucoup attention à ça, encore plus aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'un jour, je fais un rêve où je rêve que je vais à Saint-Ouen, que je m'entraîne à Saint-Ouen avec Rachid. Je suis Ouais. dehors à l'extérieur. Parce que je connaissais Saint-Ouen, je connaissais l'île des Vannes parce que c'était Oui, moi oui, un peu mon pas loin, quartier. de toute façon. Ouais. Je suis dehors et il y a Rachid avec d'autres boxeurs de la salle qui me font faire des pompes, tu vois. Ok. Et je fais des pompes et il y a cette pluie qui commence avec l'odeur de la pluie, là, tu vois. Ouais, ouais. Et là, il y a Dany qui court avec Daniel Chemi Ok. dans le rêve, tu vois. Ils courent ensemble, tu vois. Et moi, je suis là. Un jour, bon, au moment où je commence à me poser des questions, est-ce que je reste à Nanterre ou pas, je décide d'aller voir la salle de Saint-Ouen. Ouais. Je décide de visiter, tu vois, comment on fait quand tu viens à la salle, tu regardes un peu Ouais, tu comment c'est, regardes un petit etc. peu comment c'est, ouais. J'arrive à la salle. Au moment où je rentre dans l'île des Vannes, tu vois, commencer un peu avec le parking et Ouais, tout, les ouais. quais de Seine et tout. Je franchis le petit portail, tu sais, il y a le stade de foot à côté. Exactement. J'arrive, il pleuvait, il y avait de la pluie là. Bon, Ouais. c'était le soir par contre, tu vois. Il y a un peu de pluie comme ça. Et là, je trompe ma tête, je vois quoi? Je vois Dany en train de courir avec Ouais. Daniel Chemi, Ah, le en train de message. faire le tour là, tu vois. Ouais, ouais. Ça met un impact parce que je me rappelle du rêve, Ouais, ouais. que j'avais oublié d'ailleurs. Et là, je me rappelle du rêve. Tu vois. Et je me dis, ah ouais.
Il y a peut-être C'est un quelque message. chose, tu vois. C'est un message. Non, Peut-être mais un message. ça peut peut-être paraître curieux pour les gens qui nous regardent, hein, mais toi et moi, on a beaucoup parlé de ces choses-là. Ouais. Moi, je sais très bien ce que tu me dis, de quoi tu parles. C'est des choses que j'ai vécues aussi. Donc, la projection, en tout cas, c'est de la Ouais. projection mentale, tout simplement. Exactement. Ça veut dire que dans ton esprit, la décision était probablement déjà Elle était prise prise, ouais. d'aller là-bas, et ça s'est projeté. Et c'est pareil, quand tu arrives là-bas, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne. Ah non. Ah, il n'y a pas Déjà, personne. c'est un petit débarquement quand même. Ouais. Il y a un petit débarquement de champion. Ouais. T'arrives pas tout seul, Non. mais il y a déjà des mecs aussi là-bas qui sont établis. Il y a qui quand t'arrives là-bas, tu te rappelles un petit peu? Alors, il y a Danny Bill déjà. Déjà. Il y a Eddie Saban. Ouais. Il y a Savonnier. Ouais. Il y a Mbaye. Abdoulaye Mbaye. Il y a Daniel. Ouais. Chemi. Titi Chemi. Il y a Mickey. Un Mickey, boxeur, ouais. je ne sais plus de quelle origine il était, de l'Est. Du pays de l'Est, Hyper ouais. fort. Slave, Hyper fort. Il y a Mohamed Bourkis. ouais. De temps en temps, il y a Morad Saré qui passe. Il y a Kamel Jamel qui passe. Il y avait à l'époque Bertrand aussi, Stéphane Bertrand, Stéphane Bertrand, que ouais. j'ai pas vu, que j'ai pas croisé. Je crois qu'il est parti à peu près à la même période où je suis arrivé. Ouais. Il y avait du beau monde, il y avait des salles, c'était incroyable le niveau. Enfin, il y en avait d'autres. Il y avait des classes B, des classes A en devenir qui étaient extrêmement C'était fortes. incroyable. C'était incroyable. Il y avait un niveau. Il y avait Karim Berdouk, c'était fou. Tic Tac, Ouais, Tic Tac Berdouk, il était là. Ouais, il y avait- Cédric Aratus. Cédric Aratus. Il y avait Willy, j'en passe. Willy, ouais. Et Ambroise qui peut-être arrive après. Ambroise. Ouais. Après, il y a Tidjani Biga qui se raccroche. Il y a Ouais. Moussa Konaté. Il y a... Super team. Une des premières vraiment super team en fait. Et je vais pas dire que du Muay Thai. Hein. Une des premières super teams du sport de combat en France. Ah bah oui. Il n'y a que des champions. D'ailleurs, le label c'est Team of Champions. Ouais. Et c'est pas usurpé. Bah, quand j'arrive là-bas, je me fais un peu remarquer par Rachid. Donc, Ouais. je ne sparring pas trop avec les enfants, etc., les jeunes de mon âge, parce que moi, j'avais 16-17 ans. Ouais. Enfin, j'avais 17 ans, je crois, quand je suis arrivé. Je confirme, tu ne pars pas avec nous. Ouais. Moi, je suis plus jeune. Mais le problème, c'est que je sais que je suis conscient que j'avais un petit potentiel, mais rien à voir avec les monstres qu'il y a sur le ring. Ouais. Donc, en fait, moi, je préférais rester avec les gars de mon âge, etc. Ouais. Même si j'étais un petit peu en avance par rapport à eux, j'aurais préféré. Parce que le problème, c'est que quand je vais avec les stars de la salle, je suis à des kilomètres d'eux. Ouais. Il y a un Donc écart. en fait, je suis coincé entre deux niveaux. Tu vois. Et le problème, c'est que Rachid, quand je viens à la salle, il me fait toujours sparringer avec les gars de ma catégorie, comme Abdoulaye Mba, Savonnier, etc., et Daniel, et d'autres aussi un peu plus lourds. Mais moi, je me fais fracasser, en fait. Je n'ai pas leur niveau. En tout cas, moi, j'ai la sensation que je me fais fracasser. Peut-être que lui, il voit autre chose. Mais moi, à chaque fois que je viens à la salle, j'ai la peur au ventre. Lui, il a ce recul-là. Je pense qu'il a ce recul-là de voir le vrai potentiel et de voir les progrès que tu fais. Ouais. Mais toi, quand tu commences le sparring avec ces mecs-là et tout, il n'y a pas un moment où tu dis c'est pas la bonne salle ou, Ah non, non, il jamais faut de la autre vie. chose. Ah non, 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 jamais de la vie. Moi, je viens avec une optique. Quand j'arrive à la salle, je sparring avec eux. S'ils me mettent la misère, entre guillemets, Ouais. je rentre chez moi, je mets un coup de pied dans mon sac. Ok. Il faut que demain, ça se reproduise plus, tu vois. Ouais. Mais je me donne des objectifs atteignables. Tu vois. Je suis pas fou non plus. Je sais que demain, je vais pas les fracasser. Je me dis, d'ailleurs, j'ai pas été dans le petit de les fracasser, jamais. J'ai toujours respecté mes grands frères. D'ailleurs, on a toujours des liens entre eux, Bien avec sûr. nous. Mais par exemple, Abdoulaye Mbaye, Ouais. quand il se pariait avec moi, il me touchait beaucoup avec ses poings et il me faisait un peu la misère. Je me dis, demain, il faut qu'il me touche moins. Ouais. Des mecs comme Dany, bon, Dany, c'est un autre niveau, mais autre chose. Tu vois. Mais Daniel, etc., il me balayait beaucoup et tout. Je me disais, demain, il faut que j'en prenne que 5 balayettes. Après, demain, il faut que j'en prenne que 3. Tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, j'en prends de moins en moins. Ouais. Et je passe le cap, tu vois. Mais quand je viens à la salle, j'ai la boule au ventre. Comme si j'allais boxer. Comme si on m'annonçait qu'il y avait un combat. C'est venir au RMB à cette époque, au RM Boxing. Moi, tu sais, je venais du judo. Je fais beaucoup de judo. De 6 ans jusqu'à 13. Ouais. 13, parce que j'arrive. La première fois que je vais au RMB, je vais avoir bientôt 14 ans. Tu vois. Et tu sais que je fais un entraînement et je reviens pas pendant un an. Je viens début septembre, je fais le premier entraînement de la saison. Je dis, c'est un sport de taré, je me fais tabasser, c'est super dur. Je reviens pas. Pendant un an, j'ai pas remis les pieds dans une salle de boxe. Ah ouais. Je dis non, non, non. Je vais retourner faire du judo, il n'y a pas d'impact, les mecs c'est des fous, tu vois. Mais il y a une graine qui a été plantée à ce moment-là. Il y a quand même un truc de me dire, je peux pas lâcher mentalement quand même, tu vois. Je peux pas me dire que je vais rester sur cette expérience où je me suis fait monter en l'air un peu et puis c'est tout. Mais ça m'a mis un an, moi. Je suis pas comme toi revenu étape par étape. Et puis en plus, moi, j'ai pas fait le sparring avec ces mecs-là. Bon, en plus, je suis resté avec les enfants, tranquille, quoi, tu vois. C'était pas... Mais il y avait déjà des mecs qui étaient super forts de mon âge où j'ai pas pu tenir. Donc vraiment, il faut se rendre compte qu'arriver dans une salle comme ça à l'époque, où c'était la salle où il y avait beaucoup de yeux qui étaient dessus. De toute façon, c'est simple. T'avais le RMB, t'avais le FIME, t'avais le Derek. Et Bonneuil. Ouais, t'avais Bonneuil. Et t'avais aussi la salle de Jean-Marie Mercier, j'ai oublié le nom, m'échappe. Haute tension. Haute tension. Ouais. Vraiment, t'avais ces teams-là, tu vois.
Et t'avais la team Sinfo à l'époque, mais c'était pas Safety. Et Phoenix aussi. Et Phoenix, pardon, j'oublie Phoenix, je suis fou. Mais voilà, t'avais des teams comme ça à l'époque où tu savais que, voilà, de toute façon, c'était dur et tu rencontrais ces mecs-là. Donc ouais, ça fait qu'ils te repèrent rapidement, Rachid, et j'imagine que la compétition, elle est envisagée assez rapidement. Bah, j'arrive, je fais un. À l'époque, tu vois, je boxais sans protection. Ouais, bah Comme oui. je t'ai dit, tu vois. Ouais. Quand je suis arrivé à Nanterre, c'est là où j'ai découvert les protections. Ouais. Tu vois, les placements et tout, ça m'a beaucoup gêné. Je Ouais. n'aimais pas, en fait. Il y en a beaucoup, en fait, ils ont peur de boxer sans protection. Sans protection, ouais. Et moi, j'avais hâte de boxer sans protection. Parce que moi, c'était mon truc. J'avais commencé par ça. Bah oui. J'avais été directement exorcisé, tu vois. Piqué directement, tu vois, au vif. Ouais. Quand je boxe avec les protections, j'ai l'impression de ne pas faire mal. Et ma boxe, elle était beaucoup basée sur les jambes, etc. Donc, dans les placerons, ça annule tout. Je ne peux pas faire mal avec des jambes. Ouais. Donc, quand je fais un combat une fois avec Rachid, je fais une Coupe de France. Et je fais un combat. Et le premier combat, je le gagne. Et le deuxième combat, le boxeur, en fait, il déclare forfait. Donc, Ok. je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je gagne directement. Et après, à partir de là, je fais des combats classés. Je fais une année, je crois, en classé. Ok, ouais. Et le dernier combat de la saison, je dois le faire en B. Bah, au final, il se fait en C. C'est la première fois que je boxe en protection avec Rachid. Ok. Et quand je boxe en protection, je gagne le combat en 28 secondes Ouais, à ouais. l'époque, tu vois. Donc là, Rachid, il se dit, bah attends, Il faut. en fait, il faut pas le boxer. Faut Il pas fallait juste lui enlever enlever les protections, en fait. Bah oui. Donc l'année d'après, je passe en B. Quand je passe en B, je fais un combat en classe B que je gagne par outclass. Outclass physique. Ouais. Et de là, en fait, les gens du Muay Thai qui sont autour de Rachid, ils lui disent, ouais, mais lui, il faut pas le faire boxer Faut pas en le B mettre et tout. Il faut le mettre en A. Faut pas le mettre là. Mais Ouais. il leur dit, mais c'est son premier classe B. Ouais. Genre, en fait, le fait de me faire boxer en B, c'est comme si c'était une arnaque, tu vois. Ouais. Mais Alors que ça c'était se mon joue. premier B. Voilà, bah. Et donc, je me suis dit, écoute, T'avais déjà sauté des classes. donc, il me dit, est-ce que c'est judicieux ou pas? Mais il me dit, écoute, t'es en classe B, mais t'as vu, tu vas boxer en classe A l'année prochaine parce que t'as rien à faire en B. Quoi. Ouais. Et moi, je suis un peu en panique parce que tu vois, je suis un peu dans les statuts, t'es en classe C, t'es en classe C, t'es en classe B, t'es en classe B, t'es en classe A, t'es en classe A. Ouais, voilà. Moi, avec un classe B, je suis pas en classe A, je suis pas du tout rassuré. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi, qu'il m'envoie au casse-pipe et tout. Mais je me rends pas compte qu'autour de moi, bah, les gens, ils sont d'accord. Ouais. Ils Tout disent, le mais monde si est tu ok. peux, mais si tu peux, tu vois. Donc finalement, je vais faire le championnat de France classe B, donc je suis inscrit, mais je pars en Thaïlande avec Mohamed Bourkis. C'est la première fois de ma vie que je pars en Thaïlande. Donc je dis à Rachid, ça sert à rien de me faire boxer en classe B au championnat de France, sachant que pour les demi-finales ou les quarts de finale, je serai pas. Ouais, tu seras pas là. J'ai déjà pris mon billet, c'est déjà prévu depuis longtemps. D'accord. Donc au final, je vais à la pesée, je me rappelle, je me fais disqualifier à la Ouais, pesée et tout, ok. exprès. Moi, je peux pas payer Ouais, il caution, faut. je sais pas quoi. Tu vois. Je connais. Donc je fais un plus lourd et je me fais disqualifier. Ouais. Et après, l'année d'après, bon, toute l'année elle passe. Je crois que pendant toute l'année, je boxe pas. Donc j'ai fait qu'un classe B. Toute l'année, je boxe pas. Ouais. Et après, l'année d'après, je suis dans le championnat de France classe A. Après, donc là, c'est là où tu vas commencer à faire tes premiers classes A dans le circuit français normal. C'est ça, exactement. Et donc, classe A, tu fais directement championnat de France ou tu fais d'abord gala ou quelque chose Directement au championnat de France. Eh, On n'a pas le temps. Donc, on est en 2002-2003, 2003, ouais. c'est ça Ouais. Et, Saison 2002-2003. C'est ça, exactement, saison exactement. 2002-2003. Et catégorie, c'est moins de 60 kilos, si je dis Moins pas de de bêtises. 60, ouais. Moins de 60. Ah, il y a des bons boxeurs quand même en France boxeurs, à 60 kilos. Bah, à la base, je devais boxer en moins de 61, parce que moi, je boxais en moins de 61. Ouais. Moins de 61,5, ou je sais plus c'est quoi la catégorie. 61,5 normalement, c'était à C'est l'époque, ça. ouais. Mais ils ont fait disparaître la catégorie cette Ouais. année-là. Il y avait 63,5 et 60. Enfin, moins de 59,9 exactement. Ouais. Et il y avait Xavier Birukov, il était aussi inscrit au championnat de France. Donc comme c'est mon aîné, c'est mon grand frère, Il je y peux en a pas un lui qui, faire il y en a perdre un du qui poids. doit descendre. Je me sacrifie, donc je descends un peu plus bas. Tu vois. Donc je descends à moins de 59,9, c'est compliqué un peu. Franchement, j'étais maigre. Oui, C'est très maigre. oui, les vidéos sont sur YouTube. De toute façon, je mettrai les liens, tout ça, mais ouais, Ouais. c'est pas le même Khalid. Ouais, j'étais très C'est maigre. clair. C'était dur de perdre du poids. Ouais. Et donc en fait, je dois boxer en demi-finale contre Frédéric Villard. Ouais. Moins de 59,9, pareil. Donc il vient la peser, mais malheureusement, je sais pas ce qui se passe. Il est trop lourd pour la Ouais. peser. Donc je passe directement en finale. La demi-finale, de l'autre côté, dans l'autre tableau, c'était Lassène Brigui contre. Comment il s'appelait déjà ce boxeur? Un gars de haute tension d'ailleurs, c'était un gars de Ouais. haute tension. C'était. Je ne me souviens plus de son nom. Etcheverry. Ah, Olivier Echeverry. Ouais, Olivier Etcheverry. ouais c'est Donc, ça. et Lassène, je crois qu'il boxe, il reboxe. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas boxé, je crois. Donc, c'est son Ouais, je crois premier qu'il combat. revenait, ouais. Exact, ouais. Et il boxe contre Etcheverry. Combattant expérimenté, hein, Arsène Très Briguier. expérimenté, ouais, Très c'est un ancien expérimenté. et tout. Ouais. Et je vois dans le demi-finale, dans le tableau, il fait un combat de ouf. Il gagne haut la main face à Ouais. Etcheverry, tu vois.
Et moi, je vois ça, je suis excité. Ah, je me dis, en fait, là, ça va être c'est bon, c'est un boxeur fort, quoi, que je vais rencontrer pour la finale. Et moi, c'était mon premier classe A en plus. Ton premier classe A, tu fais finale championnat de France. Finale du championnat de France, c'était face à la scène. Ouais. Et dans les pronostics, franchement, je suis pas donné je suis pas du tout favori. Pas du tout. Je suis donné perdant, même je suis donné perdant haut la main. Parce que c'est normal, hein. Non, on va pas se mentir. À l'époque, pas. Il y a des gens qui paraissent formalité. Ouais, c'est une formalité pour beaucoup. Ouais. D'ailleurs, pour certains boxeurs très connus d'ailleurs aussi, qui sont venus un peu parasiter le vestiaire, sans les nommer. Voilà, on sait. Et à ce moment-là, moi je suis très confiant. Ouais. Je suis pas confiant parce que je suis pas sûr de gagner, mais j'ai pas la pression du favori justement, parce que moi je suis totalement outsider, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce qui fait? C'est ça qui fait que tu as la confiance? C'est que ça qui fait ta confiance? C'est pas que ça, c'est que je suis très bien préparé aussi. Ah, je suis on peut vraiment parler vite fait de ta préparation? Oui, bien sûr. Ça s'est passé avec qui cette prépa? Alors, la préparation s'est faite avec Dany. Ouais, avec Dany Bill. Avec Dany Bill, qui m'a donné des très précieux conseils. Elle s'est faite aussi avec, à l'époque, Willie James, ouais. qui était encore au RM Boxing. Mm-hmm. Et aussi avec un grand frère de mon quartier qui s'appelle Abdelkarim, ouais. à qui je dois beaucoup de choses. On pourra en reparler si tu veux. Une encyclopédie, Abdelkarim. Encyclopédie du Muay Thai qui m'a fait passer un cap aussi, ouais. qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Je doutais un peu de moi beaucoup, tu vois. Ouais. Il m'a fait prendre conscience de certaines choses. Il m'a beaucoup accompagné dans mon cursus de boxe, tu vois. Ouais. Il a beaucoup donné de sa personne aussi. Franchement, je le remercierai jamais assez pour ça, tu vois. Et donc dans le vestiaire, même Rachid d'ailleurs, c'est bizarre, pourtant Rachid, il criait beaucoup dans le vestiaire, ouais. Tu vois. Et là, il me dit une phrase, il me dit, écoute, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai grave confiance. Je suis en confiance, je m'inquiète pas du tout pour toi. Ouais. Et quand il me dit ça, ça me conforte dans mon assurance, tu vois. Ouais. Et toujours, je répète, hein, c'est pas l'assurance que j'ai de gagner, mais ça veut dire que j'aborde le combat, mais vraiment serein. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit parce que je démarre vraiment doucement, tu vois. Ouais, tu démarres tranquille, tu démarres très tranquille. Le combat, il est sur YouTube, hein, de toute façon, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai les liens. Mais ça démarre très à la taille, un combat tranquille, t'es décontracté. Très décontracté, ouais. Même trop décontracté. Un peu trop, ouais. Ça te réveille dans le coin. Il y a aussi un truc qui nous a embêtés, d'ailleurs, à la scène et moi, on en a parlé même avant le combat, c'est qu'il y avait beaucoup de combats ce jour-là. Il y avait des championnats d'Europe avec beaucoup de boxeurs du Phoenix, et le combat s'est passé à Carpentier. C'est le Phoenix qui avait organisé avec Brice O'Haro. Et il y avait les finales du championnat de France classe B l'après-midi et les finales du championnat de France classe A le soir. Ouais. Il y avait tellement de boxeurs le soir qui boxaient qu'ils ont dû prendre deux combats classe A et les mettre en fin d'après-midi. Pour les finales, donc, avec les finales classe B, ouais. Et donc j'ai dû boxer, avec la scène, on a dû boxer en fin d'après-midi, donc pas dans le gros gala, quoi. Ouais, exact. On était dégoûtés un petit peu parce qu'on aurait aimé briller devant... Bien sûr, devant tout le monde, ouais. Devant tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui a fait que, il n'y a pas beaucoup de monde qui était au courant que j'avais boxé la scène, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube. Pas tout ça. Je crois que Samouraï TV commençait, qui est l'ancêtre de Muay Thai TV pour les anciens. C'était le début. Ouais. Donc il y avait peut-être à l'époque dans Punch Mag un article qui en parlait rapidement, tu vois. Mais personne n'était au courant, personne n'avait vu ce qui s'était passé de ce jour-là, tu vois. Donc ce combat-là que j'ai gagné par... et tu finis par gagner, donc. Que je gagne, ouais. Au deuxième round. Deuxième round sur un middle kick. Sur un gros middle au foie. C'est ça, au foie. Et donc ouais, en fait, c'est la première grosse victoire. C'est la première grosse victoire. Ouais. Premier combat. Valide un peu. Ouais. Valide classe A, premier classe A, champion de France directement. Donc c'est un adversaire qui est de niveau, lui, international. Ouais, qui a un très bon niveau. International. Enfin, voilà, il avait fait ses preuves. J'étais jeune, je le voyais boxer la scène. Quand j'étais plus jeune. Donc ouais, quelque part, c'est quoi après? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est une validation? C'est l'ambition? On va faire grosse carrière? En fait, moi, j'avais beaucoup d'ambition. J'avais beaucoup de rêves. J'avais des rêves, en fait. Je rêvais d'être champion du Lumpini. Moi, c'était mon rêve. Donc, moi, je m'identifiais que au taille. J'étais jamais satisfait de mes combats. Jamais, il fallait que ça ressemble le plus possible au combat de la Golden Era, etc. Tu vois. On parlera après. On y revient après. Et donc, j'étais très critique à chaque fois de mes combats. Quand je regardais, j'étais très critique. Donc, j'essayais toujours de progresser, faire évoluer mes gestes, la gestuelle, etc., les postures et tout. Je mettais vraiment l'accent dessus. Tu vois. Je me donnais beaucoup de devoirs à la maison, entre guillemets. Tu vois. Donc, quand je gagne, je suis satisfait. Mais déjà, le combat, il se finit très tôt. J'estime qu'on ne s'est pas assez exprimé. Tu vois. Je suis conscient de ça. Je suis conscient que la scène, même lui, il est frustré parce qu'on ne s'est pas assez exprimé, etc. Même si je gagne, il n'y a rien à dire par rapport à la victoire. Mais je n'ai pas confirmé encore. Je suis très conscient que je n'ai pas confirmé. Je suis même déçu de ne pas avoir boxé aussi Frédéric Viard, tu vois, avant et tout, parce que quelque part, ma ceinture, elle n'est pas consolidée, tu vois. D'accord, ouais. Tu as fait un tour, tu as fait la finale directe. Voilà, donc je suis conscient, parce qu'aujourd'hui, je critique les gens qui font qu'un seul combat et qui vont directement en finale. D'accord. Moi, je suis conscient de ça, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que
On fait le combat après avec Frédéric Viard, Ouais. entre guillemets, pour la ceinture. Mhm. Donc je vais le boxer chez lui, en plus à domicile, Ouais. à Brest. Donc je le boxe, je le bats. Gros combat, hein, très engagé. Très bon combat, tu vois. Ouais. Moi, je fais mes expériences aussi en classe A parce que Ouais. ça permet de valider aussi mon niveau classe A. Mhm. Donc je constate qu'effectivement, je ne vole pas ma place, tu vois. Ouais. Ensuite, vient la rentrée, septembre. Ah non, avant ça, on me propose. Ah oui, je l'ai oublié, celle-là, elle est extraordinaire. C'est important. Ah oui, ça c'est extraordinaire, ça. Donc, C'est une belle proposition. ouais, je finis ma saison. Donc moi, j'ai fait une grosse saison dans laquelle en plus j'ai perdu beaucoup de poids, etc. Ouais. Qui était très dur mentalement parce qu'il fallait en plus de s'entraîner, il fallait que je gère le poids. Exact. Donc à la fin, j'abandonne tous les combats, etc. Après le combat, c'était au mois de mai, donc je me dis fin de saison, etc. En plus, je rentre à la SNCF. Ouais. Donc je rentre en tant Dans la vie active, vraiment, ouais. Maintenant dans la vie active. J'avais Ouais. 20 ans à l'époque, j'étais très jeune. Et là, au mois de juillet, Rachid il m'appelle et il me dit, écoute, il y a un combat au Japon, alors que moi, je ne m'entraînais même plus là, à ce moment-là. Ouais. Il y a un combat au Japon contre un Thaï en fin de carrière et tout, il s'appelle Sam Go. Sam Go. Ok. Moi, je suis très branché combat thaïlandais, etc. À On va l'époque, revenir j'en tout à l'heure, avais- mais voilà, toi, tu j'en sais, avais tu beaucoup. sais qui est qui. Je suis l'actualité, malgré que c'est compliqué à l'époque, Ouais. s'il n'y a pas Internet comme aujourd'hui et tout. J'arrive à quand même connaître ce qui se passe là-bas, etc. Mhm. Il me dit Sam Go, Sam Go, Sam Go. Je dis, mais je connais pas de Sam Go. Je dis, c'est pas plutôt Sam Kor? Il me dit, oui, oui, c'est ça. Je lui dis, mais Sam Kor, il est champion du Lumpini et du Raja actuellement. Samkor Kapmontep, à l'époque, je pense que c'est le meilleur combattant thaï. Ah, c'est le meilleur? Bah oui. C'est le Pente meilleur. pente, ce que tu veux, c'est le meilleur combattant du monde. Il a battu tout le monde. Voilà. Il a battu Il a les battu meilleurs de la Namsak Golden Noy par Era. KO, enfin, il- Il bat les meilleurs de la Golden Era à l'époque et il bat les meilleurs Et il bat les mecs du qui arrivent moment. juste derrière, C'est le voilà. mec du moment. Donc, Il est je me dis, très très fort, avec un middle jambe arrière taré, ouais, des coups agressifs, durs. hyper fort. Le Alors, meilleur. moi, j'ai pas peur d'aller au casse-pipe, Ouais. mais je suis aussi très lucide. Je suis bien conscient que là, pas préparé, en plus dans une catégorie au-dessus, parce que c'est en 63,5. Ouais. Alors moi, je suis en moins de 60, donc moins de 61, on va dire. Je vais boxer un mec hyper expérimenté, champion, actuel, donc Ouais. c'est pas un champion en fin de carrière. Je me dis honnêtement, avec tout ça, franchement, je vais passer. Je vais pas y aller, je vais Ouais. pas le faire. Honnêtement, j'ai l'honnêteté de dire que je Oui, suis pas à son il niveau. faut J'aurais pu y aller. de la lucidité, comme Peut-être t'as que dit. si j'y étais allé, j'aurais peut-être fait un combat, j'aurais peut-être marqué les esprits, etc. C'est mon avis pour des raisons techniques, mais bon, Oui, peut-être, tu vois, on en a discuté de ça, tu vois. Voilà. Mais je me dis, à ce moment-là, en plus, je suis plus dedans. Je suis même Ouais. plus dans la saison, tu vois. Donc là, je rentre à la SNCF, j'ai d'autres objectifs dans ma tête. Je me dis, franchement, aujourd'hui, j'aurais peut-être dû le faire. Je me le dis, peut-être que j'aurais dû le faire. Mais Abdoulaye Mbaye, qui était un peu le senpai, donc l'aîné, Exactement. c'est lui qui prend la place, alors qu'il Ouais. est censé être plus fort que moi. Qui- Enfin, il est plus fort que moi, Ouais, il est d'ailleurs, champion de Abdoulaye. France de la catégorie, lui, en plus. Il est champion de France de la catégorie, il a fait des championnats d'Europe, il est Ouais. déjà très avancé par rapport à moi. Il y va, et bon, voilà, le résultat. Ouais, dur. Il J'ai fait la beaucoup de guerre, respect. mais voilà. ça se J'ai termine beaucoup de mal. respect pour mon grand frère Ouais. Abdoulaye, mais le combat, il a un sens unique, tu vois. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et là, quand je vois Abdoulaye souffrir, Ouais. je me dis heureusement que je suis pas allé, tu vois. Ouais, c'est dur, parce qu'Abdoulaye, en plus, il choisit de lui faire la guerre. Hein. Bah il oui. fait la guerre, il reste en face de lui, premier round, deuxième round, il envoie les coudes, il l'ouvre. Samkor, ça le met très en colère. Ouais. Et il accélère et il finit par abréger le combat. C'est au troisième, je crois, si je dis pas de bêtises. Troisième, moi. Donc ouais, ça va être difficile, mais c'est marrant parce que t'étais à 1-0. Aujourd'hui, on aime bien parler des palmarès. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Ouais. On te dit que lui, il a 1-0, lui, il a 8-1, lui. Ouais. Toi, en pro, t'étais à 1-0. 2-0 même. Ouais, 2-0. Ah, 2-0. Voilà, t'avais 2 combats, 2 victoires, mais t'étais tout jeune dans ta carrière. Ah oui, ah oui. Mais ça allait vite en boxe à l'époque. Il allait faut très proposer des combats comme ça. quoi. Ça allait très vite. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand je compare avec aujourd'hui, ça va peut-être même plus vite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide parce qu'il y a moins de. Parce que le niveau, il est différent, tu vois. Le niveau il est différent. Le niveau, je n'ai pas peur de dire, à mon sens, le niveau est légèrement plus bas. Ouais. Ce sont des meilleurs athlètes aujourd'hui, ils sont mieux préparés, les Oui, boxeurs, mais le effectivement. niveau général, il est plus bas. Ouais. Et puis à l'époque, on respectait beaucoup les hiérarchies. À Ouais. l'époque, c'était beaucoup, tu vas faire France, tu vas faire Europe, tu vas faire monde, et tu vas Exact. combattre l'élite. À l'époque, on respectait beaucoup ça. Aujourd'hui, tu peux être champion du monde sans avoir été champion de France, ou Oui. ça pose pas de problème. Ouais, si ouais. tu organises ton propre gala, tu fais peux ta être champion du ceinture, tu peux être champion du monde, Ouais. c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas de sens. Il y a pas, voilà. C'est très 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 différent. Et nous, on avait encore l'esprit très art martial. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est très différent comme Aujourd'hui, tu peux brûler les étapes, quoi. Alors Facilement. qu'avant, c'était pas possible. assez facilement. Ouais. Si ton coach est un organisateur, ça peut aller très vite. Ouais. Mais ouais, donc tu fais pas ce combat-là, Ouais. mais il y a à la rentrée, je crois que c'est ton premier combat de la rentrée. Ouais. Je ne vais pas me tromper en disant que C'est ça. le 25 octobre 2003, Exactement. je connais la date, comme tu as dit c'était une date, Ouais. moi c'est une date pivotale pour moi. Ouais. Ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est né ce jour-là. L'acte de naissance de Baba Versus Mm.
et de Baba RMC, de Baba, ce que tu veux. C'est le 25 octobre 2003. Je boxe pas, moi. Moi, je m'entraîne régulièrement, je boxe en kick. Je suis pas en taille parce que je suis plus à Saint-Ouen pour plein de raisons. Mais je comptais même pas venir à ce gala-là. C'est un gala qui est organisé pour les 10 ans du RN Boxing. C'est Rachid qui organise les 10 ans du RN Boxing à domicile, à l'île des Vannes. Moi, je compte même pas venir, mais Mohamed, qu'on appelle Mohamed Feu Vert, tout le monde se rappellera de lui, je me rappelle. il me donne des places VIP pour mon pote, et moi, mon pote, il suit même pas la boxe. Moi, je lui dis, il y a un gala de boxe, viens, on y va. Il me dit, ok, on y va. Je savais même pas qui boxait. J'avais pas trop regardé les pubs, j'étais dans mes études à fond dedans et tout, tu vois. Et je venais plus au RMB. Je venais très très peu au RMB. Donc je vous connaissais de vue, toi, Ambroise et tout. Bah, je vous connaissais de. Nous, on appelait ça l'autre côté. Tu vois, comment elle était la salle, il y avait les rings au fond. On appelait ça, voilà, les compétiteurs de l'autre côté. Et nous, on était vraiment du côté où il y avait les sacs, du côté où il y avait la pente, où il y a le bureau de Rachid qui est en haut. Et donc, je vous vois, moi. Je me dis, ah ouais, ces mecs-là, ils sont arrivés à ce niveau-là et tout, tu vois, maintenant. Ah, ça c'est plutôt bien, tout. Les mecs sont devenus pros. Ok, il est devenu champion de France. Lui, je vois, c'est qui, comment il s'appelle? Ouais, Khalid, ok, d'accord. Xavier aussi, je le voyais, champion de France tous les deux, putain. C'est des mecs qui sont. Bon, Xavier, il est plus âgé que nous. Mais ouais, Khalid, il me semble qu'il n'est pas beaucoup plus âgé que moi. Donc, c'est un mec vraiment de ma génération qui combat des pros. Ok, je vais aller regarder ça d'un œil intéressé, quoi. Et donc, le gars-là se fait. Moi, je te le dis de mes yeux, puis tu le diras après. Et puis, je vois donc combat contre Frédéric Viard. Moi, je me rappelle que lui, il avait déjà boxé Abdoulaye Mbaye. Ouais. Je me rappelle de ça, moi. Je crois que j'étais dans la. Ça avait dû se faire à Saint-Ouen et j'avais dû être là. Oui. Donc lui, je le connaissais déjà. Je me dis, ok, il boxe un mec quand même qui est pas mal, tu vois. Ah ouais, donc il a déjà battu en plus, un petit peu plus tôt dans la saison. Et là tu fais une prestation. Le gars là, il est diffusé sur Eurosport. C'était Charles-Henri, le mec qui avait. Je sais pas si tu te rappelles de lui, mais qui avait les tresses, qui avait les longs locks là. Et qui parle, je me rappelle parce qu'il dit tout le temps Bibi Ralid, Bibi Ralid. Il dit ça beaucoup. Et plus le combat il avance, et moi j'étais à côté de lui, comme j'étais VIP, j'étais à côté des commentateurs. Il dit Bibi Ralid, voilà la prestation, le spectacle. Et moi je vois le truc, je suis assez. J'étais venu pour du RT Danny Bill. J'étais venu pour ça, moi. Et au final, le combat qui vole la soirée, c'est la prestation que tu fais contre lui. Parce qu'il faut voir le combat, il y est sur ta chaîne YouTube. Comment ça s'appelle? Kaizokuji TV. On y reviendra aussi. Et la prestation, elle est assez incroyable. Tu domines de la tête et des épaules de A à Z. C'est pas de l'arrogance, hein, on dit la vérité. C'est factuel, le combat il est là pour que tout le monde voit, donc t'as pas besoin de faire de l'excès d'humilité. Fais pas ton Zidane. On n'est pas là pour faire le Zidane ici. Ok? Moi, sur le combat, j'ai l'impression que tu voles. Je vois des choses. Et tu sais, moi, je vois le combat comme si c'était au ralenti. C'est la première fois que j'ai un œil analytique sur un combat en live. Et c'est quelque chose qui va me suivre derrière après. Où je vois tout ce qui se passe. Ouais, là, il provoque. Entrée du buste, remise, tac, là, je vais attaquer en bas, puis après, je vais attaquer en haut. L'action où tu fais 2, 3, 4 types, et puis après, le high kick, genre là. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce truc de ouf? Moi, j'ai vu ce mec-là s'entraîner. J'ai déjà vu plusieurs fois, je savais pas que c'était ce niveau-là au final. Et là, on est choqués, tu vois. Mon pote, il connaît pas la boxe, il me dit, c'est qui lui? C'est quoi ce combat de ouf? Les mecs étaient là, il y avait Rimka 213 qui était pas loin. Il y avait beaucoup de stars qui étaient là, tu vois, à l'époque. Et moi, je sais que tout le monde dans le carré VIP, ils sont comme des ouf. Ils sont comme des ouf, tu vois. Donc, comment toi, tu vis les choses par rapport à ce combat-là? Est-ce que tu sens que c'est un gros gars-là et qu'il y aura beaucoup d'yeux dessus? Est-ce que tu sais que ça va être très suivi médiatiquement? Parce qu'il y avait Eurosport, il y avait Punch Mag, Karaté Bushido. Tout le monde était là. Tout le monde était là ce jour-là. Et pour moi, c'est un peu ton acte de naissance au très haut niveau. Là, tout le monde en France se dit, aïe, il y a quelqu'un en fait. Il y a un mec, il est là et il est grave fort. Comment tu vis ce combat-là en fait? Mais déjà, il faut que je revienne sur un truc déjà. Tu connais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un rêve. Il s'est passé encore un rêve à ce moment-là, tu vois. À la base, je ne sais pas si tu te souviens, je devais boxer un taille dans ce gars-là. Oui. Et l'été, je m'entraîne avec Abdelkarim, là. Karim, tu vois. Pendant tout l'été d'ailleurs, on fait du sparring, tu sais, sans protection et tout. Je m'entraîne hyper bien pendant tout le mois d'août, tu vois, avec lui. Et en fait, pendant cette période-là, je fais un rêve. Je te jure. Hein. Je rêve que je boxe Frédéric Viard. Ok. Avec un short bleu, ciel. Écoute bien. Dans une salle où il n'y avait qu'un gradin, mais tu sais, la salle hyper éclairée. C'est pas que le ring qui est éclairé, c'est toute la salle. On voit tout le monde et tout. Et dans ce combat, j'ai l'impression que je boxe au ralenti, je boxe hyper mal. Et arrive la rentrée, j'étais censé boxer le taille, tu vois, tu te rappelles. J'arrive, je descends l'escalier, il y a le tableau là où il y a tous les combats, et je vois 25 octobre, Khalid Bibi versus Frédéric Viard. Et moi, je l'avais raconté ça à Karim. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je boxais Frédéric Viard. Il me dit, oh, c'est bizarre et tout. On a laissé de côté.
Donc, vient la rentrée, je vois le tableau. Quand je revois Abdelkarim, je lui reparle de ça. Il me dit, ah, mais comme dans ton rêve et tout. Ouais. Je dis, ouais. Et il me dit, mais tu sais, dans l'analyse des rêves, etc., sans rentrer dans les détails, parfois, tu as vu, ça peut être l'inverse, etc. Oui. Bref, sans rentrer dans le détail, parce que c'est un peu. C'est autre chose. Et là, le jour du gala, je sais pas si tu te rappelles, c'était les 10 ans du RM C'est Boxing. 10 ans, ouais. Tu te rappelles, avant, on boxait avec des couleurs de quelle short des shorts de quelle couleur? Des shorts noirs. Ouais. Historiquement, on a toujours boxé avec des shorts noirs. Ouais. Avec Ce le jour-là, rouge. pour la première fois, on boxe avec des shorts Bleu ciel. bleu ciel. Comme dans le rêve. Tu vois. Truc de fou. Hein. Ouais. Et la salle, je sais pas si tu te rappelles, moi, quand j'arrive pour monter sur l'estrade, là, pour aller dans le gala, je marche sur le strade, là, Ouais. je vois rien. Tout noir. La salle, elle est sombre. Même sur la vidéo du combat, hein. C'est tout noir. C'est sombre. Sombre. Rien à voir avec le rêve, c'est l'opposé, total, tu vois. Et là, quand je marche, je sais pas, je me dis, en fait, je sens la pression, je sens qu'il y a du monde. Tu te rappelles, il y avait au moins 5000 personnes. C'était électrique. La Je salle sens- était électrique. Voilà, je sens la présence. Mais bizarrement, je me décontracte, je suis relax. Je me dis, hey, je vais me faire plaisir. Ouais. Je vais me faire plaisir. Je me dis, là, je suis entraîné, et je vais juste m'amuser. Je viens juste pour me faire plaisir. Ouais. Je m'en fous des gens. Je vais boxer pour moi et pour ma famille, mes frères et tout de la salle. Ouais. Je m'en fous de... Et je dis, je vais faire du spectacle. Je vais juste me faire plaisir. Peu importe le résultat. Parce que je devais... En fait, j'ai boxé Frédéric Viard, Ouais. parce qu'après, je devais faire un championnat d'Europe Ok, juste un mois après. d'accord. Donc ça devait être un combat, le taille peut-être qui m'aurait esquinté et tout. Donc Frédéric Viard, sans le dénigrer et tout. Oui, c'était. C'était un combat maîtrisé parce qu'on on le Tu connaissait. le on connaissais déjà savait comme que- adversaire, tu l'avais déjà vu, enfin rencontré, Voilà. etc. Ouais. Donc on savait très bien que le niveau, on le connaissait plus ou moins. Même si je perdais, j'allais pas perdre. Normalement, j'aurais pas, tu vois. Et là, je fais un combat. J'ai conscience hein, que je fais un combat de ouf. C'était mon autre question. Ouais. Tu te rends compte de ce que tu fais J'ai C'est juste la conscience. vidéo là qui te le dit aujourd'hui. Non, non. En fait, sur le ring, j'ai conscience que je boxe comme à la salle. Ok, Tu vois. J'ai conscience que je fais tout ce que je veux faire en fait. Tu vois. d'accord. Vraiment, c'est la première fois où je contrôle tout de A à Z. C'est la première fois de ma vie où en fait, je suis pas dans un état second. Je maîtrise tout. J'ai l'impression d'être à la salle. Ouais. J'ai l'impression de boxer et faire ce que j'ai envie de faire en fait. Tu vois. vois tout. Je me suis vraiment fait plaisir ce jour-là. Tu vois tout, t'anticipes. J'anticipe. Très très peu dans le combat. Ouais. J'ai J'ai pas vu mal. En fait. hier, donc Ouais. je- J'ai mal à la fin du combat. J'ai mal nulle part. Ouais. J'envoie beaucoup de jambes arrière, jambes gauche, beaucoup de Ouais, jambes gauche. ouais, Je fais ouais. beaucoup de changements de garde et tout. Je me rappelle, j'étais conscient de tout ça. Parce que Danny, il m'avait dit un truc qui m'a poursuivi toujours dans ma carrière. Parce que moi, je boxe, je suis gaucher de la jambe et droitier de la main. Ouais, comment Comme beaucoup, en fait. On Ouais. est beaucoup comme ça, tu vois. Et il me dit, tu commences toujours en droitier. Et dès que tu sens que le combat il est un peu serré, eh ben, tu passes en gaucher. Ouais. Comme ça, tu mets un impact à ton adversaire. Et il m'a toujours dit de faire ça. Et c'est vrai que je regarderai les combats que je fais et tout, à chaque Ouais, fois. c'est resté pour la plupart du temps. Voilà, sauf quand je veux aller vite, tu vois. Ouais. Mais en général, toujours je commence en droitier. Ok. Et après, je passe en gaucher, tu vois. Quand je veux faire passer un cap, tu vois, le combat. C'est un Super Ouais. Saiyan, tu vois. Le Super Saiyan, c'est le Ouais, gaucher. sur le petit switch. Voilà, donc voilà, après le combat, tu l'as vu, hein, donc tu as vu. Ouais, non, bah, j'ai vu. Et le combat, il est marquant. Il est marquant pour moi parce que, comme je t'ai dit, moi, je vois ça des tribunes. C'est un mec de ma génération, Ouais. qui était pas beaucoup plus vieux que moi. Et si tu veux, moi, j'ai un peu lâché hein, la boxe. Moi, je suis dans le truc. Je suis en train de finir. Non, j'ai fini mes études d'ailleurs. Je me prépare à partir pendant quelques temps à l'étranger. Et sauf que je vois ça et ça me change tout. Ça me change toute ma perspective. Je me dis, en fait, je crois que j'ai envie d'explorer plus la boxe là. Parce qu'en fait, on peut faire quelque chose comme ça. Et moi, la chose qui me frappe, c'est que je me dis, il a grave pris du plaisir. Ça se voit qu'il a kiffé. Moi, je te vois pendant les phases de corps à corps, tu regardes le grand écran. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois tout ça parce que je suis très près du ring, tu Ouais. vois. Je me sers Je vois ça. de l'écran parce que je vois que. Pour le Pour les genoux. tourner. Ouais. Donc, je vois ces choses-là, je me dis, ok, en fait, il arrive à boxer en ayant parfaitement conscience des choses. Et moi, à l'époque, c'est quelque chose que je crois qu'il n'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que la boxe, c'est toujours. Il y a quelque chose que j'ai pas débloqué, j'ai l'impression que la boxe, c'est toujours beaucoup subi. Le Ouais. rythme et tout, tu vois, Ouais. comment tu fais, que l'adversaire, il a vraiment son mot à dire là-dedans. Moi, j'ai l'impression que, et c'est pas manquer de respect du tout à Frédéric, et j'espère qu'il regardera cette vidéo-là, parce qu'on parle beaucoup de lui, et qu'il est important dans ta carrière. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que tout est maîtrisé, et que tu fais un peu ce que tu veux, et que tu lui fais faire ce que tu veux qu'il fasse et tout. Donc, moi, c'est vraiment important, parce que déjà, je me dis, j'ai encore peut-être des choses à faire, j'ai envie de continuer, poursuivre. Et de deux, j'ai envie de beaucoup plus étudier la boxe. J'ai envie de beaucoup plus étudier les choses. C'est un déclic en moi, en fait. J'ai envie d'analyser ce que j'ai vu. Il y a quelque chose qui m'a frappé ce jour-là. J'arrive pas à mettre la main dessus, le doigt dessus. Je veux expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait, comment il a boxé, etc. Tu vois. Et donc, c'est à partir de là, et c'est les tout débuts d'Internet. Ouais. C'est les modems 56K. Nous, chez nous, on a un modem 56K où quand tu as Internet, tu débranches le téléphone.
Je peux Ouais, pas. ouais. Donc, tu vois, je mentais à ma mère, je lui disais, écoute, le téléphone il marche pas. Mais c'est parce que j'étais sur internet en train de regarder des combats en fait. En train de regarder des combats de Mouais, en taille et tout. Les mecs qui commençaient à enregistrer leurs cassettes vidéo et les mettre à disposition sur des forums. Ouais. Moi je commençais à découvrir la Thaïlande, la Golden Era, les trucs. Et je trouve des similitudes. Je me dis en fait, Rally il boxe comme tel mec, en fin de compte. Et puis son short c'est le même que Kalouat. C'est un peu le même avec le gros K, tout ça, c'est le même délire et tout. Ah mais c'est de là que ça vient ces trucs en fait. Ça vient pas de nulle part. En fait il a étudié le game, il a fait ses trucs. Et des fois je vois du mimétisme. Sur certaines rentrées du but, sur certaines attitudes. Je dis ok d'accord, en fait si tu veux atteindre ce niveau-là, il faut aussi étudier. Il faut aussi beaucoup regarder, beaucoup... Et c'est de là que me vient cette passion. C'est pour ça que tout à l'heure je dis que si je fais ça aujourd'hui, si je fais RMC aujourd'hui, si j'ai fait les forums, si j'ai fait mon podcast au bord du ring, c'est ce jour-là. Tout ça s'est passé le 25 octobre 2003 en fait. Et c'est pour ça que c'est important et que je le dis à tout le monde. Téléphone. Excuse-moi. Il reste du métier. Donc ouais, pour moi c'est important. Je sais pas si tu l'as vécu pour aussi important que ça, Ah oui. aussi dans ta carrière. Ouais. Mais ça a suscité des vocations. C'est la première fois que je passe à la télé déjà. Donc Ouais. le gars là, il est pas en direct, il est différé, tu vois. Ouais, il est redit. Et j'attendais avec impatience juste de voir. Parce que moi, j'ai pas vu. Ouais. J'ai vu, je crois, en caméscope et Ouais. filmé, tu vois. Mais pour la première fois de ma vie, tu sais, moi, j'étais fan de boxe. Ok. Comme à la base, je suis un fan, moi aussi. Ouais. Je suis un très, très grand fan de Mouais. De boxe en règle générale, mais surtout Ok. du Muay Thai, tu vois. Donc, pour la première fois de ma vie, je vais passer à la télé sur Eurosport. C'est quelque chose. C'est un truc de fou, tu vois. Et là, quand je vois ça- Ils diffusaient tous les combats. Ils diffusaient le K1 à l'époque. Ah ouais. Ils diffusaient tout. En soir, bah, ils diffusaient les tournois poids lourds en direct. Le banner, Oust, tout ça, tu vois. Mais oui. Donc c'était quelque chose de passer sur le Fight Club. Ça s'appelait Fight Club Ouais, en exact, sport. C'était exact. quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Et je vois les commentaires élogieux, etc. Et franchement, j'étais au 7e ciel, tu vois. C'était un kiff pour moi. C'était pas un aboutissement parce que moi, j'avais conscience que j'étais au début de ma carrière malgré tout. Ouais. Mais c'était gratifiant. Franchement, c'était gratifiant. Même si je reste quand même critique sur le combat, sur beaucoup de choses. Avec toujours ma vision, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire Ouais. ça, etc. Mais quand même, j'ai une phase où je suis satisfait de ce que j'ai fait quand même, tu vois. Après, je reprends le dessus et je repars sur la critique, j'aurais dû faire ça, etc. Ah, mais etc., l'impression. tu vois. Ça a été impressionnant. Et c'est là où tu te dis, ok, ce mec-là, il peut combattre partout, il peut combattre à l'international, il peut faire quelque chose. Et justement, ce championnat d'Europe là que tu dois faire derrière, au final, il se passe un petit peu Ouais. de façon particulière, n'est-ce pas? Alors, ma première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que tu connaissais ton adversaire? Pas du tout. Pas du tout. Tu as donné un nom, Même pas. Même pas. Même pas de nom. tu hein. savais que c'était un championnat d'Europe. Je savais que c'était un championnat d'Europe. Et toi, dans ta tête, même si tu avais fait que 2 combats classe A, Ouais. donc 3 avec celui d'octobre, Ouais. tu te préparais, tu le voyais comme une suite logique ou tu disais c'est peut-être un peu tôt? Non, c'était une suite logique parce que comme on me l'a vendu, c'était tu vas boxer un jeune Ouais. comme toi qui vient d'être champion d'Hollande. Ouais, donc vous faites la même chose. Donc Logique. quelque part, pour moi, c'est Petite suprématie, c'est voilà. le champion de France contre le champion d'Hollande. On fait une ceinture. Comme les deux nations, soi-disant, c'est les plus fortes C'était les en deux plus Europe. fortes en Europe, ouais. Voilà. Je pars du principe que ça mérite une ceinture européenne. Ok. Sauf que c'est pas un championnat d'Europe. Sauf que c'est pas un championnat d'Europe. C'est un championnat du monde. C'est un championnat du monde. Comment tu l'apprends? Alors, ça c'est drôle, c'est comique. J'arrive donc en Hollande, je sais plus où on était. Alors, est-ce que c'était l'hôtel ou est-ce que c'était une salle? Je me rappelle plus. Je pourrais plus te dire où c'était. Et je vois l'affiche du gala. Et je vois, il y a écrit Wereld Titel en hollandais. Ouais. Donc, je parle pas le hollandais, effectivement. Mais Wereld, ça ressemble à World, tu vois. Wereld, Ça World. ressemble pas Europe en tout cas. J'ai plus de notions anglaises que hollandaises. Je sais Ouais. que world en anglais, ça veut dire monde. Wereld, world, et ça se ressemble, tu vois. Il n'y a pas European Title. Non, il n'y a pas. Déjà. Y a pas. Et je découvre en fait que c'est un championnat du monde. Et que le boxeur que je dois boxer, il est déjà champion d'Europe. Je crois même plusieurs fois en plus. Ouais. Il est champion d'Europe et champion d'Hollande. Très expérimenté, une cinquantaine de combats. Très expérimenté. Il avait 25 ans, donc il était plus âgé que moi, donc c'était un jeune Mhm. dans la discipline, mais c'était pas un jeune comme moi. Ouais. Il était plus âgé que moi, donc il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et il était déjà champion. Et en plus, quand tu es hollandais, et voilà, les combats en Hollande, c'est pas les combats. C'est pas les combats, c'est pas les combats en Espagne. Combats, et les classes B, c'est les classes A là-bas. donc, Exactement. Bah, c'est pas les combats en Espagne de l'époque. Aujourd'hui, le Exactement. niveau il a augmenté en Espagne. Je critique pas l'Espagne, mais de l'époque, Ouais. les 2000, fin 90, bah, voilà, le niveau il était en Europe, il était en Hollande, en Angleterre à la limite, Ouais. et en France. Et en France principalement. Donc quand tu fais des combats en Hollande, t'es rodé, quoi. T'es bien expérimenté. Les combats sont très très durs en plus. Donc le gars, je m'aperçois qu'il est champion d'Europe. Oui, déjà champion d'Europe. Ouais. Et plusieurs fois champion d'Hollande. Moi, je me rachis, je dis, mais attends, c'est pas un championnat du monde, c'est pas un championnat d'Europe, c'est pas ce que tu m'as vendu là. Là, c'est un championnat du monde.
Je dis déjà, même en termes de prime et tout, c'est pas pareil. Tu Ouais. vois. Moi, j'ai pas peur, moi, en fait. Je me dis, j'ai pas peur du boxeur. Moi, je suis là, de toute façon. Et j'aime bien, moi, être dans la position de l'outsider. J'adore ça. Ouais. Je préfère être dans la position de... Parce qu'en fait, t'as rien à perdre. Et je sais que c'est là que tu te sublimes. Ouais. Et que même si t'as perdu, t'as gagné quelque part. Ouais, tu vas chercher autre chose. Tu vas chercher autre chose. Ouais. Et au final, tu vas quand même gagner un statut. Ouais. Même si tu fais un beau combat et que tu perds, tu vas gagner un statut. Si tu donnes tout et que vraiment il était plus fort que toi, tu as gagné en expérience et tu vas être le plus. Tu vois, dans le public, on va voir toi. Ouais, parce c'est que tu clair. étais censé perdre à la base. Tu vois. Donc tu vas. Tu vois, même le public, s'il est contre toi, à la fin, il va quand même te saluer, il va t'applaudir. Ouais, c'est clair. Et c'est bien d'avoir. Je veux pas avoir une vision de perdant. Hein. Moi, je veux gagner quand je boxe. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais par C'est contre, pas Coubertin, mais. tu es plus à l'aise, tu arrives Voilà. plus décontracté. Tu vois, Ouais. c'est ça que je veux dire. Et donc, le combat, bah voilà, donc c'est pas le même niveau. Mhm. C'est un niveau au-dessus, en fait. Ouais. La marche, elle est un peu plus haute, sans être non plus tout en haut, parce qu'on relativise bien. Ouais. C'est un championnat du monde, c'est un championnat du monde WPKL, je crois. Ouais. C'est pas une WMC, c'est pas une WBC non plus. Non, non, voilà, c'était une fédération hollandaise, mais qui. Voilà. Beaucoup de très grands combattants dans l'histoire ont eu une ceinture de cette fédération. C'est ça, Ouais. WPKL, c'était une très bonne fédération, Ouais. mais j'ai conscience que c'est pas un championnat du monde non plus Exact. sorti de. Voilà, Ouais. tu boxes pas le numéro 1 du Lumpini. Voilà, j'ai bien conscience de ça Ouais. aussi. Donc c'est un très très bon niveau européen. D'accord. Pour moi, je le voyais comme une ceinture européenne plus qu'autre chose, malgré que ce soit un championnat du monde. Ouais. Donc le combat, il se fait. Le combat, il se passe à la fin du mois du Ramadan. Donc je ne me cherche pas d'excuses, rien du tout, mais je mets dans le contexte pour voir, parce qu'en fait, ça va expliquer certaines choses. Ouais. Au deuxième round, je mets un middle kick et il bloque avec le genou et je me casse la cheville. Ouais. Sur ma jambe gauche. Et ma jambe gauche, c'est ma jambe Ouais. favorite, tu vois. C'est l'outil de travail. Ouais, Ouais. c'est mon outil de travail. C'est, comme disait Xavier, la jambe droite, c'est pour frapper, la jambe gauche, c'est pour tuer, tu vois, en reprenant la phrase de Mirko Crocop. Exactement. Et donc, je me fracasse, je me casse le pied, en fait, au niveau du deuxième round, ouais, c'est ça. Et en fait, il se passe une phase bizarre. C'est que je shoot ma jambe gauche, et ça fait comme un peu comme dans les films. Ouais. Je me retrouve dans une sorte d'introspection à l'intérieur de moi, et c'est Ouais. comme si je me parlais avec moi-même, tu vois, c'était bizarre. Et je me disais, mais là, j'ai trop mal. Et en fait, je me parlais, je disais, mais là, il faut que tu abandonnes. Tu as trop mal, là, tu peux pas continuer comme ça. Il y a un truc qui me disait, mais non, c'est une ceinture et tout, bref. Et pour moi, ça a duré hyper longtemps. Ouais. Mais en vérité, quand tu regardes la scène, je ne savais même pas c'était où. Je m'étais fracassé, j'ai dû le découvrir par la suite dans la vidéo, regarder plusieurs fois. Ouais. En fait, je frappe, donc je me casse le pied, je repose la jambe et je repars avec Tu un high kick. repars, direct. Immédiatement, tu vois. Et dans la scène, enfin, on ne voit pas du tout que je me blesse, tu vois. Ouais. Et j'arrive à la minute de repos, donc je m'assois. Quand je m'assois, je leur dis, je suis blessé, je me suis fait mal à la cheville, là, je peux pas continuer. Je sentais pas mon pied. Il y avait Ambroise. Il y avait Rachid, Ambroise, Bobby et je sais plus qui d'autre. Ouais. Quand je posais mon pied, je sentais pas mon pied. Ça me faisait comme une décharge électrique, tu vois. Et dès que je voulais shooter, j'avais mal. Ouais. Donc je mettais que des genoux. Tu verras si tu regardes le combat, tu vois, je mets que des genoux pendant un moment. Je l'ai vu 1000 fois, mais Voilà, pour bah, les il autres. y a toute une phase où je frappe que avec les genoux. Ouais. Et même quand je pose le pied par terre, j'ai mal. Ouais. À un moment, il me balaye parce qu'en fait, j'ai mal, j'arrive pas à poser mon pied. Donc je tombe bizarrement, tu vois. Quand j'arrive à la minute de repos, donc tu sais, il me prend les pieds, etc., pour me masser. Et je leur dis en même temps, mais je suis blessé, je vous dis que je suis blessé. Et ils m'écoutent pas. Ouais. Ils passent outre, tu vois. Et je dis, tu sais quoi, enlevez mes jambes. Enlevez les pieds, c'est pas grave, vas-y. Je m'assois et je les écoute plus, en fait, pendant un moment. Et quand je repars, troisième round, je fais que de shooter avec la jambe où je suis blessé. Je dis, ah ouais, vous voulez que je boxe, vous êtes sûr? Ok, vous allez voir. Et là, je fais que de shooter avec ma jambe arrière. Pendant 3 minutes, je fais que de frapper avec ma jambe arrière. Que des middle kicks, tu vois. Bon, le combat, il est engagé, il a une très bonne anglaise. Donc, Très bonne anglaise, ouais. il mettait la pression. On a beaucoup de pression. Donc moi, j'essaie de faire un peu toutes les techniques du mouet et tout. Bon, on est en Hollande, donc le pointage, il n'est pas exactement le même. C'est pas pareil. Le combat, il est dur. Ouais. Le 5e round, je souffre vraiment. D'ailleurs, je me fais casser le nez au 5e round, etc. Donc je suis vraiment éprouvé dans le combat, tu vois. Ouais. Je sais que je me donne à fond. Mhm. Alors, il semblerait, d'après les spécialistes du mouet, que la décision m'a été un peu volée. Ouais. Maintenant, voilà, moi, j'étais satisfait à la décision. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on me dise « Ah, il a fait 3 combats, il est champion du monde. Mhm. Donc au final, la décision, elle m'a satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai gagné en termes de combat, d'expérience, etc. Voilà, J'ai pu prouver, et me prouver à moi-même en priorité, et prouver aux gens qui sont autour de moi, que j'avais le niveau pour T'as boxer le ce niveau genre de international. boxeur. Ouais. Et en même temps, je reviens pas avec une ceinture usurpée, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc j'étais satisfait en vérité. Bon, je suis blessé, etc. C'est ça qui est un peu chiant, Mhm. c'est que j'ai mal Ouais, c'est partout, clair. tu vois. Donc j'ai la cheville cassée qui me met hors des rings pendant très longtemps, pendant au moins 1 an, voire plus après par rapport à ce qui va se Au final, passer. plus. Ouais. Et donc voilà, après,
Après Il y a une interview que tu as fait il y a une dizaine d'années maintenant, Ouais. pour Muay Thai TV. Tu as dit que c'était ton plus gros regret. Ce combat, Ouais. c'est le combat le plus dur que j'ai eu. Est-ce que tu le classes toujours dans ton... Enfin, c'était pas ton plus gros regret, tu as dit que c'était ton pire souvenir. Pire Ton souvenir. meilleur souvenir, c'était ton championnat de France. Ouais. Ton pire, c'était celui-ci. Avec Et le recul que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, même si le niveau, c'est pas le même dans les combats que j'ai fait par la suite et tout. Ouais. L'émotion que tu peux ressentir, etc., les sensations que tu as, elles restent, elles demeurent. Par Ouais. exemple, mon premier combat, et il est très dur, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Mais j'en ai fait des combats durs, mais ce combat-là, c'était Ouais. le plus dur. Le combat de Hollande, c'était Mhm. le plus dur parce que je me blesse, parce que fatigué à cause du ramadan. Ce que j'allais dire, tu l'as pas précisé, mais tu jeûnais. J'ai jeûné jeûné la toute la journée. journée. Ouais. J'ai pas mangé le soir aussi. Mm. J'ai pas réussi à manger. J'ai croqué dans un Ouais. fiche et j'ai mangé un set de caramel. Tu vois. Et une petite brique vite fait que j'ai trouvé qu'on m'a ramené, tu vois. Je suis monté quasiment l'estomac vide, tu vois. Ouais. Et je me blesse, surtout, tu vois, c'était blessure. Et après, la décision à la fin. Donc, il y a plein de choses qui font que. Et voilà, après, je me rappelle quand je suis rentré chez moi, mon père, il m'a regardé. Il m'a vu avec le nez cassé, tout ça. Mm. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi le sport que tu fais? Ouais, si tu fais quoi. Si tu fais. Et donc, c'était un peu. Voilà, et donc tout ça, ça m'a marqué, tu vois. Ouais, c'est normal, Ouais. c'est normal. C'est une expérience marquante, mais qui forge, évidemment. Et c'était ma première défaite aussi. Ouais, c'est la première Ouais. fois que tu perds. Première fois que je perdais de toute ma carrière. Il n'y aura qu'une seule fois d'autres. Une deuxième fois, mon dernier combat. Bon, on pourrait y ça. revenir si tu Ouais. veux. Donc c'est vrai que non, c'est normal qu'au final, à la fin, ta carrière, c'est marquant, mais c'était intéressant pour moi de savoir si avec le recul, Ouais. c'est toujours, voilà, c'est Non, toujours c'est aussi, toujours- aussi prégnant dans C'est ta tête. toujours, et, ouais. Non, mais c'est intéressant. Parce que ça lance. En fait, c'est le début d'une deuxième carrière pour toi, Ouais. où il y a beaucoup moins d'activité. Beaucoup moins d'activité, ouais. Parce que sur une dizaine d'années, Ouais. c'est quoi 3, 4, 5 combats, quoi. À peu près, ouais. Choses comme Ouais. ça. Bah déjà, il y a la blessure qui Ouais. tient le haut de ring pendant pas mal de temps. Ouais. Puis après, bah, tu es dans la vie active, hein, tout ce qui Ouais, se c'est passe, ça, et tout c'est ce ça. qui va avec. Mais tu reboxes bien plus tard. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je me blesse. Et quand je me blesse, donc je vais à la clinique du sport et on me fait un diagnostic, on me dit que je vais arrêter la boxe. Ok. Déjà, premièrement. Parce qu'à chaque fois que je voulais reprendre, c'est vrai que ma cheville, elle gonflait. Ouais. Et à l'époque, Karim Bouhamane, qui était élu au sport, qui est maire de Saint-Ouen aujourd'hui, Mhm. il me dit, mais comment. Parce qu'il m'aimait beaucoup, tu vois. Ouais. Et il aimait beaucoup les boxeurs de la salle et tout. Et en fait, quand il me voit, il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, bah, je suis blessé. Il m'emmène voir un médecin qui connaissait, etc., pour me soigner. Donc j'arrive à me soigner, etc. Bref. Je reprends l'entraînement. Je dois boxer plusieurs fois. Il y a à chaque fois des blessures Ouais, récurrentes oui, qui qui se passent, reviennent ouais. et tout, avec Rachid, etc. Et à un moment donné, avec Rachid, on arrive à un moment où il y a des choses qui vont pas trop, on s'entend pas trop, Mhm. et je décide de changer de club. Ouais. Et là, je vais chez Biga, Tijani. Donc 4 ans après, Mhm. ma blessure, là, 4 ans après ce combat, c'est là, je change de club et c'est là que je boxe. Je reboxe en fait Tu au reboxes, bout de 4 ans. Et je boxe contre Guillaume Motz, C'est Guillaume Motz, ouais, exact. d'ailleurs que je salue parce que Gros big up. gros big up à un guerrier, c'est un guerrier. Yes. Un gros guerrier, malgré ce qui lui est arrivé et tout, parce qu'il a eu un accident, L'accident, exactement. qui a dû arrêter sa carrière, qui est un très très bon boxeur, que je respecte énormément. Ouais. Et je lui souhaite vraiment le meilleur, parce que je crois qu'il s'est reconverti dans le paralympique et tout aujourd'hui. Ok. Et j'espère que vraiment il va réussir dans grosse ce qu'il fait. Et je force, sais que c'est un guerrier, j'ai confiance en lui Ouais, par rapport à ça. aucun doute. Et donc je le reboxe au bout de 4 ans. Et pareil, je fais un combat au début, on me dit c'est un combat de reprise contre Guillaume Motz, que moi je connaissais plus parce que j'étais plus trop dans le circuit, Ouais. donc je regardais plus ce qui se faisait. Et au fur et à mesure, on découvre que c'est un mec qui a 67 combats, qui boxe Il combattait beaucoup, il régulièrement. combattait très régulièrement. C'était plus Ouais. du tout un combat de reprise, tu Ouais. vois, c'était un combat où il fallait... Au début, c'était un combat où il fallait pas que je perde. Et après, c'était un combat où, bon, c'est pas grave si tu perds, vu que c'est un combat de reprise, fais-toi plaisir, etc. Moi, je prends pas les combats comme ça, il n'y a pas de combat de Ouais. reprise ou pas de combat de reprise. Tu vas pour. voilà. Moi, je m'entraîne, Faire j'observe, le taf. je regarde les vidéos, je regarde comment les mecs boxent, je suis sérieux, moi, tu vois. Je fais les choses sérieusement. Donc, je le boxe, je le bats, je le gagne par arrêt d'arbitre, enfin, par KO ou par arrêt d'arbitre au 3e. Et là, pour moi, ça y est, c'est le départ, c'est la reprise, je reviens Ouais. dans le circuit, Ouais. etc. Tu vois. J'avais boxé dans un beau gala, d'ailleurs, c'était à l'époque, c'était. Comment il s'appelle? Steve Valente C'est qui Steven qui organisait, avait organisé. avec Manu, etc. Mhm. Que je salue d'ailleurs. Ils avaient fait un très très beau gala. Il y avait Mourad Sarri qui a boxé, on était dans Ouais. le même vestiaire et tout d'ailleurs. On avait bien ri dans le vestiaire. Et voilà, donc moi je me dis, c'est bon, ma carrière va se relancer, je vais reboxer, etc. C'est bon, je reprends ma place. Mais ça se passe pas comme ça, tu vois. Non. Ça se passe pas comme Bah, ça. Qu'est-ce qui se passe justement? Bah, je trouve pas de combat. Il n'y a pas de combat, donc on me propose des combats, mais c'est toujours des combats au casse-pipe au dernier moment contre des boxeurs. Parce que moi, à ce moment-là, on est beaucoup ensemble. Ouais. Parce que tu t'entraînes au BMTC chez Biga et tu t'entraînes aussi beaucoup au Best Friends chez Exact, Bobby. Et nous, on exact. est au Best Friends là-bas. On est que des potes hein, qui ont été au RMB à un moment. Nous, on se soude tous, on devient tous potes. Il y a d'autres mecs qui viennent s'entraîner avec nous. Mm. Ça fait qu'on fait des vrais trucs et tout. Enfin, des vraies belles sessions d'entraînement. Moi, je vois que tu t'entraînes comme un mec qui boxe tous les mois. Ouais, je m'entraîne beaucoup. Donc nous, on est très frustrés. Mm.
Ça, c'est peut-être quelque chose que je t'ai jamais dit d'ailleurs, probablement. Mais nous, on est très frustrés. Parce que nous, on voit ça. À l'entraînement, en sparring, on ne prend pas un round. Et on ne voit pas bien parce que je suis de dos, mais il y a quand même beaucoup d'écart de poids entre Khalid et moi, et de taille. Mais ça ne change rien. Il y a des mecs qui tournent régulièrement. Je te vois tourner avec eux. Je vois qu'il y a zéro problème. Alors que je vois, c'est des mecs qui boxent tous les mois. Tu vois, je vois qu'il y a zéro problème, au contraire. Et on voit pas de combat. Et on voit des mecs qui tiennent le haut de l'affiche, qui combattent tous les mois à la télé, parce que maintenant la télé elle est là, t'as Combat Sport, t'as l'équipe. C'est des mecs qui tournent beaucoup, et malheureusement, nous on voit un mec à la salle on a l'intime conviction qu'il est plus fort que ces mecs-là, mais pas de combat. Donc tu me le dis, il y a des choses qui se passent, il y a des blessures, il y a des combats qui sont à la dernière minute. Il y a des combats aussi que tu refuses toi? Que je refuse moi, c'est pas moi qui refuse les combats en fait, Ouais. c'est le staff avec Tijani Biga, la scène, etc. Ouais. Il y a des combats en fait qui sont des combats casse-pipe, quoi, des combats pièges, tu vois. Notamment un, c'était contre Ekapol. Oui, qui On vont m'appelle- beaucoup en France, Ouais. qui On m'appelle frappaient. une semaine avant pour me dire ouais, est-ce que tu veux boxer Ekapol Au début, j'allais le faire, moi, je voulais le faire. Ouais. Moi, je m'en fous, moi, je connais pas en plus. Moi j'étais le logiciel de l'époque. Tu vois. Je m'en fous, moi, j'y vais. Ouais. Moi. Et c'est Nash qui appelle Biga et tu Mhm. lui dis surtout pas. Ne le fais surtout pas boxer parce que Ekapol, même Totov à l'époque, qui sparring avec moi, Ouais. qui s'entraînait avec moi, il était venu m'aider pour des préparations. Et même Totov, ce serait compliqué pour lui et tout, c'est un boxeur hyper fort. Donc moi, je mets le frein, je me dis bon, c'est un mec Nash qui connaît bien le mot, Ok, etc. ouais. Donc on étudie le cas, hein, tu vois. Est-ce Ouais. que tu vas, est-ce que tu vas pas, est-ce que c'est intéressant pour toi et tout. Au final, on dit non, on n'y va pas. Ok, Au final, c'est Karim Benoui qui le fait le combat et je crois qu'il perd par KO. ok. Karim Benoui qui était en place, qui était un bon Qui boxeur aussi. tournait beaucoup à ce moment-là. Donc il perd par KO. Donc ça nous place le niveau du Thaïlandais, tu vois, qui était, je crois, champion du. C'était très fort. Il a été vrai champion du puncher. Lumpini ou je sais pas, il avait un très très bon niveau. En tout cas, Kapol, c'était un boxeur. Non, vraiment. il venait en France, il gagnait beaucoup par KO. Quand un gars du RMB, il a battu un autre taille par KO aussi. Donc, ouais. Voilà, tu vois, donc c'était un boxeur qui était en place. Et moi, je boxais pas beaucoup en plus. Donc Ouais. c'était un peu absurde, tu vois. Après, d'autres combats, non, c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est plutôt des gars qui veulent pas me boxer, tu vois. Alors, Ouais. pour quelle raison, je sais pas. Moi, je dis pas que j'étais plus fort qu'eux ou qu'ils étaient plus forts que moi. tu Non, vois, mais la boxe, ça sert à ça. Ça sert à savoir aussi, ça sert à faire des oppositions. Ouais. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, on était tombé dans une époque un petit peu où c'était beaucoup les mêmes équipes qui tournaient, Ouais. c'était beaucoup les mêmes mecs qui boxaient. Et ils se boxaient pas spécialement les uns les autres en plus, Non, donc non. ils boxaient beaucoup d'étrangers, on était beaucoup moins sur les chocs franco-français, on était Ouais. beaucoup plus sur des France versus Thaï, France versus, je sais pas, d'autres pays. Et c'est un peu dommage, nous ça crée une grosse frustration chez nous parce que, encore une fois, on te voyait tourner et ça n'arrivait pas. Et bon, voilà, c'est quelque chose que je voulais exprimer parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur à cette époque-là. Je sais que tu étais plus que prêt, mais bon. Mais Ouais, parce que les combats qui n'arrivaient pas. le problème, je pense c'est pas les boxeurs en soi, je pense qu'ils veulent pas te boxer. Je pense que c'est plutôt un milieu, un système qui fait Ouais. que les mecs, ils veulent tous être dans le clean sheet ou en tout cas avoir très peu de défaites. Ils pensent qu'en perdant, leur carrière va s'arrêter. Ouais, et que quelqu'un d'autre va prendre leur place. Ouais. Et que, ouais. Alors que pas forcément. Et nous, en France, on est vraiment beaucoup comme ça, tu vois. Ouais. On n'a pas envie de se boxer, alors qu'en vérité, tu boxes, c'est pas grave. L'État, ils se sont boxés 7 fois, parfois 8 fois. Ouais, c'est ça. Et un mec C'est un comme sport. Selchai, qui est reconnu et mondialement reconnu, Ouais. il a beaucoup de défaites quand même, malgré Bien tout. sûr. Même si son ratio de défaites par rapport aux autres boxeurs, Oui, mais il a des il est défaites. vraiment faible, il a quand même des défaites. C'est pas pour autant qu'on a arrêté de le faire boxer. Ils ont un logiciel complètement différent en Thaïlande, tu vois. Et nous, on veut faire les Thaïs, parfois on veut leur ressembler dans leur style et tout. Mais cet aspect-là, non, on veut pas leur ressembler Pas bizarrement. sur ça. C'est quand même étrange. Alors qu'au contraire, ça permettrait il y a encore plus de galas, justement. Il faut voir les choses différemment. Bien Si sûr. on se boxe beaucoup, on perd, il y a une revanche. On va même faire des contrats avec des... Tu boxes Tu mets et la revanche on dedans, fait une revanche, tu etc. vois. C'est ce que font beaucoup les Américains. Bien sûr. En boxe anglaise. Donc ouais, ça faisait partie de cette époque-là, tu as fait cette époque-là, c'est dommage parce que tu es revenu et je pense que les meilleures années de ta vie de boxeur, pour moi, Ouais. c'était celle-là. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas eu... J'étais à mon prime physiquement, ouais. ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu... Encore une fois, c'est quelque chose que je voyais. Hein. Je me rappelle d'une année, de la fameuse année 2010 au Best Friends, qui est notre meilleure année, où on fait des champions de France. Dino Haddad qui fait champion de France Ouais, 63-5 en classe A. T'avais Salim Messous qui fait la finale, lui. Ouais. T'avais Arthur qui est en classe B qu'on a vu la semaine dernière, qui fait champion de France aussi. On avait des mecs... Il n'y avait plus Franck Taïfoul à l'époque. Non. Donc Ahmed Hassan, père à son âme, qui venait beaucoup. Père à Julien son âme, Picard, Wendy Annonay, tous ces mecs-là, ils venaient. Ouais. Ça donnait des sessions de Ah oui. malades. Extraordinaire. Et tout le monde a gagné, en Ouais. dehors de Salem, tout le monde avait gagné en tout cas à ce moment-là. Et toi, tu fais
un autre retour, du coup. Ouais. Parce que tu fais, toi, un championnat d'Europe. Ouais. Contre un Turc. Contre un Turc, ouais. À la base, initialement, je devais boxer un Anglais. Ouais. Et il a été forfait, je ne sais plus pour quelle Parce raison. que c'était un peu un France-Angleterre. Un France-Angleterre, ouais. Ouais. Et je devais Ouais. boxer un Anglais. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'ai pas la raison exacte, mais je sais qu'il n'a pas pu honorer Exact, le il est combat. pas pu, ouais. Donc, dans la dernière minute, on m'a remplacé, on m'a mis le champion d'Allemagne, soi-disant. Ouais. Après. D'origine turque. Ouais. Et je m'étais beaucoup entraîné en plus. Ah, je sais, là, pour le coup, j'étais là de A à Z. J'étais en Thaïlande, j'avais boxé en Thaïlande, j'étais revenu, je m'étais entraîné, j'avais fait en sorte que ce combat-là, parce que c'était un combat important quand même, ceinture européenne. Et voilà, donc... ça a donné une victoire très expéditive. J'étais un peu frustré. Ça a donné une victoire très expéditive. Et puis, tu refais un autre combat quelques semaines après. Ouais. Pareil. Ouais, contre le champion du Portugal, ouais, pareil. Voilà, pareil qu'au premier round aussi, ça va assez vite. Ça te frustre, ça? Ouais, c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant parce que... Déjà, parce que tu manges, je lui digère pas ce que tu as mangé. Donc les calories, elles ne s'évacuent pas, c'est chiant ça. Tu vois. Non, mais pour être plus sérieux, ouais, bien sûr, tu te prépares comme un fou. Après, l'objectif du combat, c'est quand même de gagner rapidement aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, faire des rounds, c'est bien. Faire des rounds, c'est bien, et ça permet de s'exprimer, montrer ce que tu sais faire, ton talent, etc. C'est quand même bien de boxer, de faire des rounds, tu vois. Ouais. Gagner par KO, tu t'es pas exprimé. Tu es monté, tu es redescendu. Donc, c'est gratifiant, voilà, c'est bien, tu peux faire des highlights avec. Mais concrètement, tu prends pas d'expérience. Ouais. Moi, je préfère boxer au moins faire 3-4 rounds, tu vois. 3-4 rounds, après, si tu gagnes oui, pas. tu as une boxe qui s'exprime un peu mieux comme ça en plus. Il y a un combat au milieu de tout ça dans un gala de Moussa Konaté, de Yacine Maillon, où là, tu peux t'exprimer. Ouais, exact. C'est bien. Ouais, tu l'as aimé celui-là? Ouais, je l'ai aimé. Même si j'étais fatigué sur la fin, tu vois. C'est vrai que je l'ai aimé ce combat. Ouais. C'est un combat où tu déroules beaucoup. Ouais, là, tu montes tes techniques, tu montres ce que tu veux faire, tu montres ce qu'on a raté nous pendant des années. Ouais, exact. Ouais, c'est ça l'idée. Un petit florilège. C'est l'idée ou pas? Mais en fait, pareil, ce combat-là, il a abordé différemment. Parce que dans le vestiaire, moi, je suis resté jusqu'à 2 h du matin. Ouais. Tu vois. Ouais. Et au fil du temps, la stratégie, elle a changé. Au début, c'était fais des rounds. Après, c'était, tu sais quoi, vas-y, prends pas la tête, gagne par KO. C'est de gagner par KO. Et franchement, quand j'étais avec la scène, là, je lui ai dit, écoute, moi, franchement, je vais lui faire mal. La vérité, je vais envoyer des jambes, surtout les jambes, tu vois, parce que j'avais beaucoup travaillé les jambes avec là, c'est Biga. Parce que Biga, c'est un entraîneur, bon, on n'en a pas assez parlé, mais il était pour beaucoup dans ma progression dans la boxe avec l'AS, de l'aspect anglaise, surtout parce que c'était pas mon point fort, on va dire, les points. Ouais, tu l'as bien travaillé avec l'AS. Et là, avec l'AS, j'ai beaucoup travaillé. Il m'a fait prendre conscience de ça. Et ben là, c'était le moment où j'avais beaucoup progressé en anglaise. Et aussi beaucoup travailler les jambes. Donc je voulais m'exprimer avec les poings et en même temps aussi avec les jambes. Donc on m'a dit, mais essaie de le mettre KO. Après on m'a dit, non, fais des rounds. Donc c'était un peu. Donc je suis arrivé à. Voilà, j'avais plus trop de stratégie quand j'ai voulu. T'as déroulé. Je veux me faire plaisir et je vais envoyer, tu vois. Ouais. Et voilà, après le combat, il est intéressant, quoi. Bah, tu fais 3 rounds de fou quand même. Ouais, 3 rounds de fou, ouais. Tu fais 3 rounds de fou, tu domines largement. Après, tu es très fatigué. Après, je suis fatigué, je gère. Après, le 5e, donc tu gères plus. Ouais. Bon, les 3 premiers rounds, c'est quelque chose. Ouais, et puis je crois que j'étais en surentraînement aussi. J'allais y venir, moi. Moi, j'allais y venir à ça. C'était un petit peu. Parce que voilà, j'ai pas envie spécialement de dérouler tout le fil jusqu'à la fin. Ouais. Il y a une autre pause plus ou moins longue. Ouais. Tu revoques ensuite Guillaume Pascal que tu bats au best-of, alors que tu n'es pas préparé pour ça. Pas du tout. Donc, tu le fais en rigolant. Le combat, il y est, tu rigoles beaucoup. Donc, tu rigoles beaucoup, tu gères beaucoup. On voit vraiment la différence d'expérience entre tout ce que tu as pu accumuler, toi, et un jeune combattant qui est fougueux, mais qui manquait d'expérience et qui n'a pas su gérer ça. Puis tu t'es remis contre Anthony De Frétin, qui est un très bon combattant. Très bon. Filmeux comme toi, qui arrive à toucher durement au premier round. C'est ça. Au nez. Ouais, il me casse le nez. Exactement. Et moi, je me dis, si Khalid doit perdre, c'est contre un mec comme lui. Ah ouais, parce que j'aime beaucoup sa boxe. Moi aussi, j'aime beaucoup. Fimeux, bon et tout. On a un peu miroir, on a une boxe un peu. Vous avez une boxe très similaire. Lui, il a choisi de partir fort. Ouais, c'est ça. Il a été stratégique. Il savait. Il a bien joué. Et voilà. Mais bon, c'est pas n'importe qui, il s'entraîne pas avec n'importe qui. Big up à son coach aussi. Non, c'est un bon boxeur. Et c'est une bonne personne aussi. Voilà, c'est une très bonne personne. Il a reboxé juste là. Ouais, j'ai pas vu le résultat. À la belle équipe, il a gagné d'ailleurs. S'il regarde ça, big up à lui. Et voilà. Donc, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus cet aspect-là. Moi, j'imagine que tu dois en retirer beaucoup de frustration de ça. Ouais. De ne pas avoir pu boxer vraiment beaucoup dans ton prime. Pas mal, ouais. Et les fois où tu étais là, où tu t'exprimais, tu as pu gagner quand même assez. Et à chaque fois, il y a eu des concours de circonstances. Il y a eu un combat qui était booké contre, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a eu le Covid. Ouais. Non, il y a aussi. En fait, après, bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup d'annulations de galas. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. C'est jamais de mon fait, tu vois. Ouais. J'ai jamais pas boxé un gala à cause de moi, sauf une fois, j'étais blessé à la main. Je m'étais fait opérer, forcément, là, j'étais obligé de pas boxer. Mais j'ai jamais annulé un combat de mon fait, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. C'est toujours des circonstances extérieures, à chaque fois. Une fois, je devais boxer en Irlande. Je sais pas ce qui s'est passé. On reçoit un mail en anglais.
combat annulé alors que c'était booké, etc. Ouais. Le jour où il y a eu les attentats du Bataclan, je crois, et Oui. du Stade de France, bah, forcément, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'étais à la pesée, je devais boxer contre, je me souviens plus de son nom, un mec de la belle équipe aussi. Il est entraîneur Mathieu, là-bas. je crois. Mathieu Guevara, voilà. C'est ça, ouais. On s'était pesé et tout ça. Ouais, on je était- me rappelle des et photos, puis, le pesées, soir tout ça. même, Moi, j'avais prévu de venir et le ouais. soir même, gala annulé, tout On allait ça. à un gala, donc, Il y a ouais, eu plein de fois où j'ai eu des galas qui se sont annulés, tu vois. Des galas du RMB aussi, à l'époque, plein de galas qu'ils ont sauté. Je sais Ouais. pas si tu te rappelles, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Oui, à c'est vrai, revenir. il y a des combats qui avaient été annulés aussi, des Ouais. gars qui avaient été reportés. Ouais, bah c'est un peu dommage. Moi, ça laisse ça. Bobby, il a eu une expression que je ressors tout le temps quand je parle de toi. Bobby, c'est notre ami commun et fondateur du Best Friends Gym, qui avait dit Khalid, c'est une Ferrari qui a été laissée au garage. Ah ouais. Ah, c'est une bonne illustration, une bonne image. Et je pense que c'est quelque chose qui illustre bien en Ouais, fait, ouais, je trouve aussi. ta carrière qui a été particulière, mais qui a quand même marqué les esprits malgré tout. Ouais. Parce que moi, je le vois beaucoup. On est beaucoup ensemble, on est beaucoup dans des galas ensemble, des choses comme ça. C'est toujours beaucoup de respect. C'est Ouais, toujours c'est vrai. beaucoup de respect pour ta carrière, pour ce que tu as fait, Ouais. pour l'image que tu as envoyée. Et je parle pas que de jeunes. On peut croiser des Farid Guillaume, des Danny Bill, des Totov, des mecs qui ont vraiment fait des grosses carrières. À chaque fois, c'est respect. Quand je les vois s'adresser à toi, c'est d'égal à égal. Ouais, C'est des mecs qui ont fait voilà, championnat Égal à du monde, égal, tout ça. ouais. Et quand ils parlent, ouais, la réalité, c'est ça. Ce qui transparaît de l'échange, c'est lui, c'est un mec comme nous. ouais, C'est un mec qui aurait dû être aussi haut que nous, en fait. Tu vois. ouais. Moi, c'est ce que je. Ouais, Encore une peut-être, fois, c'est peut-être. des échanges Ouais. extérieurs. C'est ce qu'on voit vraiment. C'est pas juste pour brosser dans le sens du poil. C'est la vérité. T'es mon pote, certes, mais c'est une vérité aussi qui est vérifiable assez facilement. Donc, on fait l'interview, je reçois un message parce que j'ai fait une story d'un mec, d'un ami à nous, Hicham Abdelal, à qui on passe le bonjour, coach de boxing school, qui dit voilà qu'un boxeur trop sous-coté. C'est ce que tu ressens à la fin de ta carrière, c'est ce que tu te dis. Je vais pas te mentir. Ça, c'est les gens qui me le font ressentir, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai une autre vision des choses. Tu vois ce que Ouais. tu viens de dire à l'instant, moi, ça me satisfait. En fait, moi, je voulais être accepté et reconnu par mes pairs. Ouais, Et moi, en fait, ça me suffit. c'est le plus important. Quand je suis arrivé à un moment dans ma carrière, après le combat de Land, etc., quand j'ai vu l'aspect business, marketing Ouais. du Muay Thai, ça m'a déçu. C'est-à-dire que les rêves que j'avais, les ambitions que j'avais d'être champion du Lumpini, je me suis dit, OK, déjà parce que le Lumpini, c'était beaucoup plus facile à avoir, ça n'avait plus de même Ouais, impact c'était que plus l'époque. tu vois. pareil, ouais. Et en fait, j'ai arrêté de rêver un peu, tu vois. D'accord. J'ai arrêté de rêver, je suis revenu à la réalité des choses, tu vois. Ok. Et le fait d'être reconnu par mes pairs, un petit peu, entre guillemets, sans être Mhm. non plus, j'ai jamais été une superstar, mais j'avais du respect par mes pairs. C'est comme si la boucle était bouclée, tu vois. Ouais. J'avais plus, ça me servait plus à rien en fait. J'avais atteint un niveau C'est la dans. reconnaissance de ceux qui comptent. C'est ça en fait, tu vois. Ouais. Et ça me suffisait à un moment donné. Je me suis dit, en fait, à quoi bon? Ouais. À quoi bon? Et je voulais juste boxer pour me faire plaisir. Genre, avoir des titres, oui, c'est tant mieux s'ils peuvent venir. Et si on n'a pas, bah tant pis. On boxe pas pour les mecs de ton époque, ils boxaient pas pour la ligne Wikipédia, Non, tu vois. c'est ça. C'était quelque chose d'autre. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Ouais, exactement. Sans dénigrer tous les boxeurs de cette génération-là, mais aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Ouais, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu peux avoir, je sais pas, plein de titres, mais tu vois, tu peux être champion du monde et perdre contre un champion de France. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça. Tu vois. Ah, Il y a trop de. Il y a pas. Normalement, il y avait un fossé entre le champion de France et le champion d'Europe, et il y avait un autre fossé entre le Bien champion sûr. d'Europe et le champion du monde. Et c'est un fossé que tu devais combler. Voilà. En boxant les mecs de ta génération, tes pères, tes tacs, et Voilà. après, arriver avec suffisamment d'expérience. Bah aujourd'hui, pas tant que ça. Tu peux être champion de France et tout Ouais. de suite après, tu as un championnat du monde ou un championnat d'Europe, et après, avoir un championnat du monde, faire un championnat d'Europe. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Après, c'est le problème des fédérations en Muay Thai aussi, tu vois. Mais, Oui, c'est pas malheureusement, ça manque le d'organisation. titre en Muay Thai, malheureusement, c'est face à qui tu l'as eu qui De toute importe. façon, pour tout. Ouais. Les titres, vraiment, ça vaut que par qui tu as affronté. Ouais. Et même des fois, tu vas faire un combat qui n'a pas une ceinture, mais c'est un combat qui est bien plus important. Parce que tu Ah oui. sais que c'est des gens qui sont au sommet. Tu vois, le combat que tu fais contre Anthony de Frétin, c'est un combat au sommet en France. Oui. Tu vois, par exemple, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de. Non, voilà, non, c'est des choses qui exactement. sont super importantes et je sais que pour lui, c'est une victoire qui compte. Tu vois. Bah, si tu ponctues ça par un championnat de France, sans me lancer Ouais. de fleurs ni à lui, mais franchement, c'est un beau championnat de France. Quoi, Bien tu sûr vois. que oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que oui. Là, ça aurait de la Bien valeur. sûr que quoi. oui. Mais c'est important ce que tu dis parce que ça permet de pouvoir renvoyer à ceux qui peuvent avoir des regrets sur leur carrière. Il faut qu'ils regardent un petit peu en arrière et qu'ils comprennent que ce qu'ils ont accompli, même si c'est pas les plus hauts titres et tout, ça reste quand même super important. Bah écoute, on a pas mal déroulé le fil de ta carrière, il reste des choses intéressantes à aborder. La première qu'on n'a pas vraiment abordée, c'est tes inspirations. Tes inspirations dans le Muay Thai. Ouais. Parce que le style que tu as réussi à produire, c'est un style fimeux, donc c'est le technicien par excellence. Et il y a Danny qui nous a expliqué que lui, ça a beaucoup été son instinct, qui l'a guidé pour
à l'époque où le Mouais a débuté un petit peu, hein, donc il a dû façonner son propre style, et ça lui vient aussi de la rue, le fait de beaucoup balayer et tout, c'est parce que c'est quelque chose qu'il faisait dehors, tout ça, et qu'il appréciait beaucoup. Comment toi tu façonnes ton style? Tu choisis que tu vas devenir technicien, ou c'est quelque chose qui va s'imposer à toi? Non, mais je pense que c'est toujours de l'instinct. Ouais. Moi aussi, je suis du même avis que Dany, tu vois, c'est de l'instinct. Ouais. Dany, bon, lui, c'est une légende, c'est un génie extraordinaire. Mais il nous a mâché le travail un petit peu. Ouais. Moi, je reviens au reportage que j'ai regardé, c'est Danny Bill. Ouais. Mon inspiration, ma première source d'inspiration, c'est Danny Bill. Et il est fimeux. Ouais. Donc moi, je sais pas ce que c'est que fimeux à ce moment-là, tu vois. C'est Karim qui me dit, mais t'es fimeux, toi. Je dis, c'est quoi fimeux? Ah bah, c'est le technicien. Ah ouais, je savais même pas. Et là, la deuxième source d'inspiration, c'est le tournoi des 50 000 $. Je sais pas si tu te souviens, Saïmaï. Ouais, Saïmaï. ouais. Saïmaï, il est John Mode. Son attitude. En vérité, c'est les tailles. Ouais, c'est Quand les tu tailles. regardes bien. Ouais. Danny Bill, je le classe dans les tailles. Mhm. Parce qu'il a un style taille, on va pas se mentir, c'est un style atypique, mais c'est un style taille qu'il a. Et le style fimeux, c'est le style qui me frappe aux yeux tout de suite, immédiatement. C'est vraiment le style qui me plaît. Mais après, tu ne veux pas être fimeux si tu n'as pas le bagage un peu en toi, tu vois. Ça ne m'a pas. Si tu as des points et tu es frustre, tu es explosif, tu ne veux pas devenir fimeux. Ouais. C'est aussi par rapport à ta façon de penser, ta vision des choses, de la vie et tout. C'est un tout. Etc. Donc je pense que j'ai cette base en moi de fimeux. Mhm. Et après, moi, je vais aller voler les techniques. Tu vois, comme dans Naruto, le Sharingan. Ouais, tu vois. ok. Le Sharingan. Moi, c'était ça mon style, c'est que je sharinganisais les gens. Tu vois. Je prenais les techniques là où elles étaient. Et j'essayais de reproduire à la salle. Je les répétais des milliers de fois, tu vois, jusqu'à arriver à la maîtriser. Et quand je la sentais, des fois, j'en ai des vidéos, bah, c'est bizarre, mais mon corps, il bouge tout seul. Comme si j'étais capable de reproduire ce mouvement-là, tu vois. Je dis, ouais, je l'ai ressenti celle-là, tu vois. C'est pas le tout, hein, parce que moi, je peux regarder 1 million de vidéos, mais il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire. Il faut avoir une capacité aussi d'absorption et de pouvoir ensuite régurgiter la même chose, retranscrire ce que tu as vu à la salle. C'est ça. Et ça passe par beaucoup de visionnage. Mais tu te projettes un peu, tu vois. Il y a une projection mentale un peu, tu vois. Et des fois, des techniques, tu sais que tu peux les faire. Tu es conscient que ça, tu sais le faire. C'est comme dans tout, même le skate, etc. Tu as vu, des fois, il y a des trucs, tu sais que tu peux le faire. Ouais. Tu es persuadé que ça va marcher, tu vois. Et ça, c'est en toi. Et donc ça passe par les millions d'heures de visionnage que tu as fait, toi, Xavier, Ambroise. Vous avez une équipe de visionneurs de cassettes. C'est grâce aussi à un autre Karim, parce que les Karim, ils sont importants dans ma vie. On l'appelait Karim Cassette, je te jure, j'ai oublié son nom de famille tellement on l'appelait Karim Cassette. C'est Karim, c'est lui qui faisait les cassettes pour quasiment tout le monde. D'accord. Toutes les personnes comme Farid Viob, Dany Bill, etc. Ils savent que je sais. Et lui, Karim, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça. On payait et il nous faisait des cassettes. D'accord. Et c'était un peu avec des choix, on déterminait les choix des combattants qui avaient dans la cassette. En fonction de tes actes. Ouais, exactement. Moi, j'étais fan de Karehat, Olé, Tchatcha, enfin, tous les vrais techniciens. C'est ça. Et des fois, je disais, bah, mets-moi des vidéos, des combats que t'aimes bien, toi, des mecs que je connais pas. Donc, il me faisait toujours des petits passages découverts, tu vois. Ok. Et voilà, donc après, tes sources d'inspiration, c'est les meilleures qui existent. Toi, tu as eu toute la Golden Era comme centre de formation. Exactement. Ouais. Tous les soirs, j'étais en Thaïlande avec eux. Des cassettes, je me brûlais les yeux en regardant les cassettes, des cassettes de 4 heures. Ouais, et avec tag ralenti, un peu ralenti sur un Yamaha, c'est pas ralenti sur YouTube. Hein, c'est pas la même chose. Tu reviens en arrière, tu regardes, des fois les cassettes elles se mangeaient. Je suis obligé d'aller appeler Xavier. Tiens, tu l'as la cassette Muay Thai 27, etc., 28. Parce que on refait les cassettes, on faisait des doublages avec 2 magnétoscopes et tout, c'était tout un truc. Toute une logistique. Mais il y a eu tout un travail passionné, tout simplement. Ah bah oui, parce qu'avant tout, un travail passionné derrière le niveau que tu as pu obtenir, le niveau technique, et le niveau, tout ce qui va être coup d'œil, timing, etc. Et je pense qu'il y a des qualités naturelles qu'il faut avoir. Exact. Ouais. Mais qu'après aussi, il faut nourrir le disque dur. Il faut nourrir le disque dur, c'est ce que tu as su faire. Tu comprends aujourd'hui qu'il y ait autant de boxeurs qui ne soient pas spécialement passionnés par la boxe? Moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Il y en a beaucoup. Ah oui, ils sont passionnés d'Instagram sans les dénigrer. Et en fait, ils sont toujours dans... Quand je vais dans les salles, même de boxe anglaise, etc., bah, les mecs, ils veulent se filmer. Des fois, ils t'interrompent pendant ton entraînement. Ou alors toi, tu es juste de passage, il va dire, excuse-moi, tu veux me filmer pendant 1 minute? Ouais, beaucoup, ouais. Donc, ils sont très sûrs, ils sont beaucoup sur eux. Sur les vidéos, elles sont basées sur eux. Et le problème, c'est que si tu fais des erreurs, tu vas reproduire les mêmes erreurs parce que tu es fan de toi, en fait. Tu ne dois pas être fan de toi, tu dois être critique sur toi. C'est très auto-centré, ouais. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense que ça empêche la progression de beaucoup de personnes. Je dis pas qu'il faut non plus regarder des cassettes tous les jours, ou des vidéos YouTube, mais tous les 2 jours, quoi. Moi, je suis de la même école que toi, et je pense de toute façon, pour moi, il faut regarder, il faut s'imprégner, il n'y a rien de mieux que le mimétisme. Mais bien sûr. Bah, c'est les neurones miroirs, tu vois, ça te permet de reproduire les choses. Après, tu en as qui ont une quantité importante par rapport à d'autres, tu vois.
Non, mais c'est clair. Mais c'est ce que j'appelle, moi, les devoirs à la maison. Ouais. Quand tu es un boxeur ou quand tu fais une discipline, n'importe quel sport, même les footballeurs, hein, tu vois, les footballeurs qui réussissent le plus, c'est les plus passionnés. Regarde. Tu dois regarder des vidéos, c'est important parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas analyser dans le feu de l'action. Et ça te permet de le vivre, le sport. Ça te permet de mieux le comprendre. Ouais. C'est-à-dire que d'avoir une analyse sur les choses, tu vois. Tu vas pouvoir décortiquer les choses, tu vas devenir un technicien de la discipline. Tu vas pas devenir juste un exécutant. Bien sûr, tout à fait. Et comment ça s'insère là-dedans, le fait que tu aies visionné autant de combats, donc tu as une vraie passion, tu as une vraie appétence, tu as une vraie passion pour le combat et pour visionner le Muay Thai, en tout cas de cette époque-là sur cassette, sur vidéo, etc. Comment ça s'insère la passion pour les mangas là-dedans? Ah bah, dans le Muay Thai, il y a un petit côté martial, tu vois. Bien sûr. Et les arts martiaux japonais, en l'occurrence, même un petit peu chinoises, tu vois. Bah, tu remarques qu'il y a une certaine philosophie. Ouais. Et surtout les mangas de l'époque, comme Dragon Ball Z et tout, il y avait vraiment ce côté un peu famille, je protège ma famille, je me sacrifie, etc. On combat pour plus que soi-même. Voilà. Et dans les mangas, il y a beaucoup ces notions-là, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup, c'est pas une forme d'éducation, mais en tant que garçon, quand tu as 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, tu cherches un peu des mentors. Au début, c'est ta famille, tes grands frères, etc. Après, tu commences à grandir, tu découvres que ton père, c'est pas le plus fort du monde. Il y a des mecs qui peuvent... tu comprends, donc tu cherches d'autres mentors, tu vois, t'en as, ils vont dans n'importe quoi. Et c'est vrai que les mangas, bah, c'est un moyen de se reconnaître dans certains personnages, tu vois. Ouais. Et c'est des choses qui t'ont aidé pour le combat? Disons que... Avec l'As, par exemple, qui est un fan de manga, ça permet d'échanger. Il y a des codes après, tu vois. Ok. Par exemple, moi, il me disait souvent, c'est Totov qui disait ça d'ailleurs, il disait, ouais, ton boxeur, il a une double personnalité. Parce que parfois, je pouvais être filmé, mais j'avais un côté dur aussi, tu vois. Sûr, J'avais un côté Hyde et Jekyll, tu vois. Et souvent, on utilisait ce genre de termes dans les combats, etc. Passe en mode Jekyll, passe en mode Hyde. Utilise ton Sharingan, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça vous utilisez vraiment pour mais carrément. Ah ben bien sûr. Ok. Tu passes en des trucs, des termes, tu vois, qui sont issus du monde du manga. Que à l'époque, aujourd'hui, maintenant, le manga, il s'est démocratisé. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était pas autant. Donc, non, justement, c'est marrant parce qu'à l'heure où il est très, très, très démocratisé aujourd'hui, on a quand même toute une frange de la population qui dit que ce sont des trucs de gamins. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut s'insérer dans le sport de très haut niveau. Mais bien sûr. Tu vois? Même dans la vie de tous les jours. Il y a même une chaîne Instagram, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un philosophe qui compare la philosophie des mangas avec la philosophie de Socrate, enfin de tous les grands philosophes, tu vois. Et il compare et tout, et il y a des choses qui sont issues de ça, parce que déjà les mangaka, c'est des bêtes de travail. Eux-mêmes, ils sont dans le même aspect. Quand tu vois ce qui se passe, ils font des trucs de fou. Qui sont des heures et des heures. Dans 3 heures. Et tout, c'est ça, donc ils ont des connaissances, ils vont chercher dans des mythologies, etc. Donc c'est très travaillé, tu vois. Ce que Toriyama a beaucoup fait. Toriyama a beaucoup fait. Le vampire combattant de Muay Thai, quand ils sont chez la sorcière Baba. Ouais, exactement. C'est trop marrant parce que tu sens qu'il y a beaucoup de travail derrière. Bien sûr. Mais encore, Akira Toriyama, il est précurseur. C'est un peu le Samar du manga, tu vois. Il arrivait à un moment où le manga, il a commencé à être international. Et Samar, pareil, c'est l'ancêtre des filmeux, même si ce ne sont pas le plus grand filmeux de tous les temps, en vérité. Il y a mieux. Enfin, c'est comme Pelé. Voilà, il y a eu des mecs qui ont une grosse place dans l'histoire. Ils sont arrivés à un moment donné, ils ont été précurseurs, ils ont été des exemples, on les respectera toujours. On sait qu'aujourd'hui, les mecs, c'est grâce à eux qu'ils sont aussi forts. Akira Toriyama avec Dragon Ball Z, c'est pareil. S'il n'y aurait pas eu One Piece, il n'y avait pas eu Dragon Ball Z. Tu vois. Exactement. Et One Piece, c'est extraordinaire. Il y a l'Attaque des Titans, il y a plein d'animés qui sont... Tu peux pas dire que c'est pour les enfants, c'est pas possible. Moi, je mettrais pas mes enfants devant ça déjà. Non, mais c'est important pas parce maintenant, il y a l'aspect déjà que c'est du divertissement pour adultes, ça c'est une chose, et comme plein d'autres divertissements qui existent. Mais moi aussi, il faut comprendre aussi que c'est des choses qui vont t'aider pour l'entraînement, qui vont t'aider pour le combat, qui vont s'insérer dans des stratégies. On pense à... Il y a des combattants de l'UFC qui s'inspirent de mangas pour combattre, qui ont appris des techniques là-dedans. Et pour moi, c'était important aussi de le mentionner parce que moi, je t'ai entendu en parler pendant tellement d'heures à l'entraînement avec les autres, avec Ambroise, etc., de One Piece, d'épisodes, de trucs. Et derrière, vous entraîner comme des tarés, que je sais, que je connais la place, et que ça a eu une importance toi dans le combat et dans ta carrière. Bien sûr, parce que quand tu regardes bien, surtout les shonen, tu vois, les shonen, c'est les mangas avec toujours un héros, etc., qui est jeune, qui va dépasser ses limites, etc. Donc en fait, c'est les notions de la boxe. Tu vas dépasser tes limites. En plus, il y a toujours des classes avec des capitaines, etc. Tu commences, t'es un petit. C'est comme nous, tu commences à un classe C, et puis tu deviens un classe B, et puis après tu deviens un classe A. Et quand tu commences déjà en classe C à faire des choses à des classes A,
Tu les bats pas, mais ils te repèrent. Et Ouais, dans bien les sûr. mangas, c'est souvent Ils comme te ça revoient aussi. et on le voit beaucoup, c'est ce qui se font beaucoup, et dans Hajime no Ippo, c'est ce qui se passe, tu vois. Tu vois, Ok, c'est ça. je le repère, je Voilà. qu'il arrive, et ça se passe de la vraie vie, C'est c'est ça, en fait. inspiré de la vraie vie et de la boxe. Donc ça donne des codes que tu peux transcrire un peu, Ouais. retranscrire un peu partout, tu vois. Ça va te donner un cheminement que tu vas vouloir suivre, ça va pouvoir aussi t'apprendre un petit peu de la résilience, Ouais, il y a plein de voilà, choses exactement. que tu vas pouvoir retrouver Exactement. dedans. Et moi, je voulais faire ce point-là important parce que tout le monde te connaît comme étant un grand fan de manga, Ouais, bien sûr. et je veux pas que ça vienne de n'importe où. Aujourd'hui, tu es coach, Ouais. on est ici au Loft Boxing, qui est une super salle d'ailleurs. Et beau travail à Lim, je tiens à le féliciter parce que c'est vraiment cool. Très belle salle. Ouais. Ouais, et Je suis là le jeudi, le lundi et le jeudi dans le 18e arrondissement. lundi, jeudi, Olaf 18e. Muay Thai. Ouais. Et puis, t'as ton propre concept, le Kaizoku Gym, c'est quoi Ouais, ça? aussi, ouais. Bah, le Kaizoku Gym, c'était un concept que je voulais faire au départ. C'est le Covid qui a un petit peu mis un terme à tout ça, tu vois. Je voulais faire une salle et je voulais faire en sorte que le Kaizoku, c'est les pirates. Ouais. D'accord? C'est toujours par rapport à One Piece, etc. Toujours. Et dans le monde de One Piece, parce que c'est les pirates en référence à One Piece, hein, pas le monde des pirates. Oui, oui, d'accord. oui, bien sûr. Eh ben, c'est une vraie famille. Où en fait, il y a un leader, effectivement, c'est le capitaine, mais tous les personnages, ils ont leur mot à dire dans Ok. le truc, ils sont tous aussi importants. Et moi, je voulais faire une salle, justement, où je ne mettrais pas mon nom dedans. C'est pas le Khalid Bibi Muay Thai Gym, etc. Parce que je pense que c'est pas important. C'est peut-être moi qui sera à l'origine de ça, le fondateur de ça. Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une empreinte et que tout le monde aille dans le même sens. Et faire des coachs, etc. Ouais. Pour tous les styles de boxe. Ok. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un style plus fimeux, mais je veux pas entraîner que des fimeux. Je veux aussi avoir la possibilité de faire grandir des Muay Mat, des Muay Krav, enfin genoux, etc. Ouais. Et recruter des coachs qui ont plus d'affinité dans le Muay Mat, plus d'affinité dans le Muay Krav, etc. pour faire une salle où tout le monde puisse se reconnaître. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a plein de salles où il y a des coachs, comme l'ami par exemple. Il a eu la présence d'esprit et la lucidité de me dire je ne peux pas t'apporter certaines choses, change de salle. Malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui n'auraient pas pu faire ça. Non. Ils t'auraient gardé ou ils Non, t'auraient dit t'es gardent. nul. Voilà. Ils te gardent ou ils te disent bah, en fait, t'es pas bon. T'es pas bon. et- Alors que c'est- normalement, ça ils adapte pourraient pas. dire écoute, ton style de boxe, il ne correspond pas à mon enseignement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tous une empreinte en vérité. Ça colle pas, c'est pas grave. Il y a Donc plein là- d'autres salles. Il faut avoir la présence d'esprit et dire écoute, t'as vu, t'as un style, franchement, je pourrais rien en faire. Ouais. Mais t'es très fort, t'as un potentiel, va plutôt vers cette salle-là. C'est un manque de bienveillance aussi. Ben oui. Et moi, si je crée une salle, j'ai pas envie qu'il y ait des boxeurs qui viennent, même si ça arrivera peut-être, tu vois. Ouais. Et j'ai envie que les boxeurs, quand ils viennent, ils se disent, ils trouvent leur place, tu vois. Ils se reconnaissent dans n'importe quel coach, etc. Ou voilà. Je veux que tout le monde puisse progresser et que personne parte de la salle, sauf s'il part, c'est parce que moi, je peux rien faire pour lui. Ouais. T'as un potentiel, écoute, Ouais. je te dis la vérité, va plutôt, je te conseille d'aller plutôt chez cette salle-là. Tu vois. Ouais, je vois très bien. Malgré qu'on soit en concurrence entre salles, c'est quand même on est bienveillants entre nous, on Ouais. se connaît tous, tu vois. Bien sûr. Il y a une rivalité, mais on n'a pas envie de se tuer. C'est une rivalité sportive, c'est pas. Bah voilà, donc du coup, la salle du Kaizoku Gym, elle a pour vocation à entraîner tout le monde. Et pas forcément des compétiteurs aussi, tu vois. Ouais. Donc je travaille sur ça en ce moment et puis on verra ce que ça va Non, donner. c'est intéressant parce que c'est pour ça que je l'ai ramené à la fin, parce que je savais parce qu'on en avait déjà discuté, mais c'est un message pour moi qui est important de repasser. Je savais que tu l'exprimerais comme ça, c'est pour ça que je voulais qu'on conclue là-dessus, parce que ça te ressemble. Mais c'est ça, il faut arrêter, je pense, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais il faut arrêter. C'est un sport qui appartient à tout le monde et à personne. Exactement. C'est pour tout le monde, celui qui veut en faire, il en fait. Et il y a pour tous les styles. Ouais. Et il faut rester bienveillant et accepter aussi que il y a beaucoup trop de coachs qui pensent que leurs élèves leur sont attachés à vie. Aussi, ouais. Hein, et qui leur en veulent parce que ces élèves-là veulent grandir, ils veulent s'élever en allant peut-être ailleurs, chercher des réponses ailleurs. Mais bon, on a des coachs parfois qui sont très 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 possessifs. Bah oui. C'est un peu dommage. En fait, si tu ne le mets pas dans l'équation dès le départ, qu'un boxeur il peut partir, Ouais. c'est dangereux. C'est là que tu risques d'avoir. Bien Parce qu'en sûr. fait, il y a l'affect qui rentre en jeu, l'investissement, le sacrifice que tu as pu donner pour le boxeur, etc. Et c'est Ouais. vrai, ça peut se comprendre aussi. Ça dépend comment il part aussi. Ouais. Ça dépend comment le boxeur part. S'il part du jour au lendemain, il s'en va, alors qu'il n'y a rien du tout. Bon, s'il y a des problèmes, je peux comprendre on reste pas, à un moment donné, il faut s'en aller. Ouais. Mais si tout va bien et que c'est juste parce qu'on t'a proposé un billet en plus là-bas, c'est pas très correct, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, mais c'est pour ça qu'il faut le mettre dans l'équation immédiatement. Il faut le dire, Ouais. il faut tout évoquer, et puis comme ça, tout est clair. Ouais. Non, mais c'est bien. Je vais juste conclure par un truc que je t'avais dit un jour, quand Ouais. on était dans le sud de la France, à Bessèges, Ouais. dans une petite retraite sportive. Ouais. Et quand je te l'ai dit, j'ai vu dans tes yeux que tu prenais conscience de ça, donc je vais te le dire à toi, comme ça, à travers toi, je vais parler aux autres combattants français, pour dire qu'il y a un moment donné dans ta carrière, il faut bien avoir conscience des choses, parce que la boxe thaï, c'est toujours resté un sport de niche, même si c'est plus populaire aujourd'hui. C'est un sport de niche, on n'est pas beaucoup dedans, on va pas se mentir. Mais ça fait partie des meilleurs athlètes de ce pays. Et il y a un moment donné dans ta carrière où tu as fait partie des 100 meilleurs athlètes de France. Ah ouais. C'est factuel.
tu es champion de France, tu es champion d'Europe de ton sport, tu fais partie des 100 meilleurs athlètes de ce pays. C'est la même chose pour les combattants aujourd'hui qui sont à très haut niveau en France, mais qui s'en rendent pas compte parce que, justement, il n'y a personne qui leur dit, et il n'y a pas cette reconnaissance nationale. Ouais. Donc, je vais pas te poser la question de savoir si c'est quelque chose dont tu as eu conscience. Moi, j'ai déjà la réponse. Je sais que c'est quelque chose dont tu n'avais pas spécialement conscience. Ouais. Et il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo-là qui vont se dire que, ouais, non, mais quand même, t'abuses. Oui, mais bon, il y a qui devant toi? Le mec du curling parce qu'il fait les JO. On sait, nous, ce que ça prend, ce qu'il faut pour pouvoir supporter ces entraînements-là et ces compétitions-là. Et voilà, moi, c'est l'image que j'ai de toi. L'image que je retiens de Khalid Bibi, moi, à travers les yeux de Baba, c'est que c'était un top athlète. Un athlète qui, à un moment donné, dans ce pays-là, aurait dû être bien plus reconnu que ce qu'il a été. C'est pas bien grave. Toi, tu as eu ta satisfaction. Tu as ce que tu voulais, c'est le plus important. Mais moi, je veux que tu comprennes qu'aux yeux des mecs un peu plus jeunes que toi, comme moi, et de la génération derrière, je pense au petit Nabil qu'on a eu chez nous, Ilyes, tous ces mecs-là, tu vois, qui ont appris le mot avec toi, et mon petit Adou aujourd'hui, hein, dont on s'occupe tous. Gros big up Adou et rendez-vous à l'entraînement. Mais voilà, je voulais que tu prennes conscience quand même que tu as été très importante pour la carrière de tout le monde. Ça, c'est important. C'est le message que je voulais passer. Ça me fait plaisir. Khalid, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top, ça m'a fait plaisir de te recevoir. De toute façon, nous, on est ensemble, on se voit beaucoup. J'espère que ça aura plu à tout le monde. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens. Moi, je suis sûr qu'il y a certains que oui. C'est le dernier de la saison. Je suis content de finir avec toi. Et on va repartir en septembre. C'est pas la dernière fois qu'on te voit. J'ai d'autres projets, je t'en parlerai. On se verra sur d'autres formats, ça c'est sûr et certain. Mais on se reverra. Donc merci à tous de m'avoir suivi, de donner de la force, liker, partager. Et puis on se revoit bientôt, tout le monde. Ok, merci Khalid. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt.